Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés, un podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler de la relation des Français à leur armée et à la guerre, j'ai le grand plaisir de recevoir à nouveau une habituée de ce podcast depuis ses tout débuts, mais que je n'avais pas eu l'occasion d'accueillir depuis longtemps à ce micro, Bénédicte Chéron, maîtresse de conférences en histoire à l'Institut catholique, professeur, félicitations, à l'Institut catholique de Paris et autrice de Mobiliser, rétablir le service militaire, le grand malentendu, qui sort la semaine prochaine aux éditions du Rocher. Donc bonjour Bénédicte, bienvenue à nouveau dans le Collimateur. Bonjour Alexandre et merci de cette invitation. Alors c'est un thème qui n'est pas extrêmement surprenant pour qui suit vos travaux depuis longtemps. Je peux rappeler que vous aviez déjà fait paraître Le Soldat méconnu chez Herman Collin en 2018, qui est un livre que j'ai souvent cité et utilisé, tant je pense qu'il n'avait pas vraiment d'équivalent en français sur cette question de la perception que les Français ont de leur armée et de la question militaire, dont se mobiliser est un très utile prolongement, puisqu'il parle donc évidemment du service militaire, mais fondamentalement ce qui apparaît dans le livre, c'est que le service est un révélateur de ce rapport de la population française à ses armées et au risque de la guerre depuis un demi-siècle, ce qui est votre champ d'exploration dans cet ouvrage. Et pour le dire un peu plus frontalement, ce que vous faites, c'est assez largement l'histoire de l'éloignement et de la déconnexion progressive sur le temps long des Français par rapport à l'horizon de la guerre et surtout à ce que ça impliquerait pour eux, et de la manière dont le service dans ses différentes modalités fonctionne à l'échelle du XXe siècle de plus en plus comme un totem, beaucoup plus que comme un outil pour s'y préparer, jusqu'aux tentatives de ces dernières années, même de ces dernières semaines ou de ces derniers jours, puisqu'on est encore dans une nouvelle séquence avec encore un nouveau dispositif dont a parlé le président de la République dans ses vœux aux armées la semaine dernière. Donc d'ailleurs, je vais faire un truc que je ne fais pas d'habitude. Pour un livre qui n'est pas que de l'histoire, notamment toute la dernière partie n'est pas si historique que ça, mais c'est fondamentalement un livre qui reprend ça sur le temps long depuis les années 60. Donc je vais commencer par une question tout à fait d'actualité, parce qu'ensuite on va faire cet assez long voyage dans le 20e et le 21e siècle. Mais donc qu'est-ce que vous avez pensé de ces annonces sur le service national ? Je vais le dire différemment, qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dedans ? Dans ce service national tel qu'il a été présenté, donc je ne sais pas si on est à la 3e, 4e, 5e mouture, rien que sous la présidence d'Emmanuel Macron, de différentes modalités d'investir les jeunes Français dans un service. Voilà. Qu'est-ce que ça vous rappelle, qu'est-ce que ça vous appelle comme remarque ? Alors, la première remarque, c'est cette observation, je trouve très passionnante, qui court depuis l'annonce faite par Emmanuel Macron en mars 2017, pendant la campagne électorale de l'élection présidentielle à l'époque. On en reparlera, mais il y a 2017, voilà, il y a où il annonce, au moment où il présente ce programme. En fait, 2017, on y reviendra peut-être, mais de toute façon, les échéances électorales sont toujours un moment, à part au tout début des années 2000, où on parle beaucoup de service militaire, en fait, de service national. Et en 2017, Emmanuel Macron fait cette annonce un peu fracassante d'un service universel, obligatoire pour tous les jeunes Français, filles et garçons évidemment, qui sera mis en place s'il est élu président de la République. Et en fait, c'est très intéressant d'observer comment de cette promesse de 2017 naît un dispositif dont on reparlera peut-être dans le cours de notre conversation, qui peine à accoucher réellement de ces promesses, et comment en fait s'opère à partir non pas tant de février 2022 et de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais à partir de janvier 2025 et de l'investiture de Donald Trump pour son second mandat, une espèce de bascule discursive très brutale, très brutale, pas au sens où elle ferait mal ou elle serait violente, mais en tout cas très soudaine, sur la nécessité que la société française se mobilise davantage. Et on voit que le SNU, qui était en fait un serpent de mer dont personne ne savait quoi faire, soudainement apparaît dans une forme de vacuité. Et là, s'opère un renversement et on se dit finalement, si on fait quelque chose, il faut que ce soit réellement militaire, mais il faut que ça réponde aux besoins des armées. Donc, je crois que cette bascule... est ça, le côté un peu inédit. Ce qui est le côté un peu inédit et voilà, qui est utile aux armées. Et je trouve que cette bascule est intéressante parce que ça veut dire qu'il a fallu de longues années et, si je puis dire, la réélection de Donald Trump pour qu'on accepte de poser la question en ces termes, ce qui me semble intéressant. Donc cette annonce, elle répond clairement davantage à un besoin militaire que ne le faisait le SNU. En revanche, elle contient aussi plein d'interrogations sur ce que peut devenir un dispositif qui doit accueillir d'abord, donc dans une forme vraiment de service militaire au sens propre du terme, même s'il ne peut pas s'appeler service militaire, puisqu'en fait le service militaire volontaire existe déjà, puisque c'est un dispositif d'intégration socio-professionnelle qui existe en France depuis 2015-2016. Donc c'est le service national volontaire qui vise vraiment à répondre, c'est en tout cas ainsi qu'il est présenté, à des besoins militaires. Et on voit bien que le chiffrage
tend à s'accorder à cette exigence de répondre à des besoins militaires en y allant très doucement, en commençant à 3 000, en envisageant une montée en puissance à 10 000 et éventuellement, il a d'abord été dit 50 000 en 2035, j'ai l'impression qu'on revient à des chiffres un peu plus bas autour de 40 000, d'essayer de voir si on peut à quelques milliers, quelques éventuellement dizaines de milliers, répondre à des besoins militaires. Donc ça, c'est le premier point, c'est cette volonté de répondre à des besoins militaires. Le second point, c'est donc toutes les questions qui sont contenues, parce que il y a une question évidemment sur le nombre de volontaires qui pourraient répondre à cette proposition. 3 000, ça semble très atteignable. Dès qu'on passe 10 000, l'histoire et les archives nous montrent que c'est beaucoup plus difficile. L'autre question, c'est celle évidemment de l'adéquation entre les jeunes qui se présenteront et les besoins des armées, la manière dont on peut trouver des missions réellement utiles sur des courtes durées, avec des temps de formation qui parfois sont nécessaires dans les armées, ce qu'on oublie pour certaines missions, certains types de fonctions. Et puis derrière se pose toute une série de questions politiques, en fait. Et c'est un peu aussi l'objet du livre, de dire en fait toutes les questions sur le service militaire, sur la manière dont une société se comporte sur la scène internationale, elles renvoient fondamentalement à des questions politiques, c'est-à-dire comment est-ce qu'une communauté politique se perçoit, se conçoit sur la scène internationale. Et en fait, tous les dispositifs qu'on créera ne trouveront des réponses dans la population que si la population considère qu'il y a un besoin, et non pas seulement s'il vise à répondre à une espèce d'envie d'expérience militaire qui traverserait la jeunesse ou une partie de la jeunesse. Alors on va en reparler. Je peux dire, je sais plus. Oui, si c'est vers la fin du livre. Il y a un parallèle évident avec un dispositif qui a existé à partir de 1983, qui est le VSL, dont certains se souviennent probablement. C'est le volontariat service long, qui déjà était une sorte de dichotomie. Enfin, c'était des jeunes qui avaient envie de s'engager un peu plus, dans un truc qui était quasi un engagement, parce qu'ils étaient payés quasiment comme des militaires et c'était pour faire des choses quasiment comme des vrais militaires, quoi, enfin comme des militaires d'active. Il y a un parallèle assez évident. Oui, c'est intéressant ce parallèle parce que le VSL visait précisément, alors les volontariats service long, il est créé en 83, je crois il entre vraiment dans les textes avec la LPM en 84, et puis par une série d'autres décrets, etc. Il y a déjà des VSL qui partent par exemple au Liban dès 83 parce que certains meurent au Drakkar, dans l'attentat du Drakkar en octobre 83. En fait, ils visaient à venir pallier les dysfonctionnements observés du service militaire ordinaire. Le service militaire ordinaire à l'époque c'était 12 mois et les armées se rendent compte que... Et surtout on pouvait les envoyer nulle part. On pouvait les envoyer... Alors on pouvait... en fait ils étaient présents en Allemagne, il y avait le scénario est-européen, etc. Mais les armées sont engagées dans des opérations extérieures de manière continue à partir de 1978. C'est compliqué d'envoyer des appelés en opération extérieure. Par ailleurs, les armées se rendent compte qu'elles ont des besoins de stabilité des effectifs dans un certain nombre de fonctions qui appellent une formation technique un peu plus longue, une stabilité des personnels, etc. Donc la première fonction des VSL, c'est de pouvoir éventuellement les envoyer dans des zones alors qu'on n'appelle pas des zones de conflit, mais dans des zones d'engagement à l'extérieur, et de pouvoir aussi former des personnels à des fonctions techniques, notamment dans la marine ou dans l'armée de l'air, où on a besoin de cette stabilité pour former un peu plus durablement des appelés, et d'en disposer donc plus longtemps que 12 mois. Et de pouvoir choisir aussi ceux qui ont une appétence pour ces fonctions, ceux sur qui on sait pouvoir compter. Donc en fait, ce qui est observé en 83, c'est que des appelés pendant 12 mois, c'est une main-d'œuvre bon marché. C'est d'ailleurs une des raisons du maintien du service militaire dans les années 60 et 70. Mais ça n'est pas complètement satisfaisant sur le plan de la réponse aux besoins militaires et donc il faut en disposer plus longtemps. Donc le VSL, il nous instruit aussi des dysfonctionnements du service militaire de l'époque. Il instruit sur le fait que pour susciter ce volontariat, il faut promettre des choses aux appelés. Il faut leur promettre d'abord une rémunération qui est un peu plus conséquente que celle d'un appelé de base, puisqu'en fait, il y a des carottes financières tout au long du volontariat service long qui sont intéressantes à observer, parce que en fait, plus il reste de mois en mois, l'appelé, plus sa solde augmente. Et il y a un moment où il devient rémunéré à peu près comme un engagé. Donc ça, évidemment, ça joue, surtout à partir d'un moment où il y a du chômage en permanence dans la société. Il y a des carottes financières, donc, et puis il y a des missions
qui sont aussi promises comme intéressantes, stimulantes, motivantes, et qui ne sont pas les missions de base qui pouvaient être confiées à des appelés. Et on voit bien que dans les cycles, dans la courbe de l'engagement dans le VSL, en fait, c'est une courbe, c'est sinusoïdale, évidemment, et en fait, il y a un nombre important de VSL dans les moments où les carottes financières sont revalorisées, dans les moments où les missions sont particulièrement mises en avant, et puis dès que les missions sont moins mises en avant et qu'on ne revalorise plus les carottes financières, en fait, le volontariat retombe. Donc c'est intéressant à observer parce que ça signifie qu'il faut être lucide aussi sur le fait que quand on promet quand on offre un volontariat dans les armées, il peut y avoir une envie d'expérience militaire dans une partie de la jeunesse, mais il faut aussi être lucide sur le fait que cette envie d'expérience, elle doit rencontrer des réalités très concrètes qui sont celles à la fois de l'intérêt des missions et de la rémunération. Et là, il y a une question qui se pose dans le nouveau dispositif, évidemment, parce que les missions de territoire national, elles peuvent bien sûr avoir un intérêt. Il y a plein de missions à remplir sur le territoire national qui ont un intérêt, y compris des missions qui exigent effectivement des compétences techniques dont les armées ont besoin. Mais la question est de savoir combien on a de fonctions et de missions intéressantes à confier à ces jeunes. Pour 3 000, je pense qu'effectivement, il n'y a pas de difficulté, mais est-ce qu'il y en a pour 10 000, pour 15 000, pour 20 000, pour 30 000 ? Et puis la seconde question, c'est celle de la rémunération, c'est-à-dire que pour l'instant, ce qui est promis, c'est à peu près une indemnisation à 800 €. Est-ce qu'avec ça, est-ce qu'on va avoir des leviers pour faire gonfler les effectifs ? Encore une fois, pour 3 000 probablement, pour plus, la question est posée. Alors, on va y revenir parce que tout y mène, c'est-à-dire c'est une renégociation permanente, dans le fond, du rapport des Français à leur armée. Et le point nodal, le point de départ que vous prenez, c'est vraiment le point des années 60, de cette décennie 1960, parce que vous dites qu'il y a une unité de temps et de lieu qui est étonnante, c'est l'Algérie, où à la fois en 1960 il y a le premier essai de la bombe atomique française et en même temps il y a évidemment la guerre d'Algérie et donc des appelés qui meurent. Et donc à ce moment-là, en quelque sorte, il y a tout qui se précipite pour avoir ce nouveau rapport que les Français vont ensuite développer pendant plus de 50 ans à leur armée, c'est-à-dire globalement un désagrément, en tout cas vis-à-vis des appelés qui meurent, c'est pas agréable et c'est même un très profond traumatisme pour des pans entiers de la société française, et par ailleurs, l'idée progressive, mais qui prend quand même très très vite, beaucoup plus vite que sa réalité stratégique dans la pensée stratégique des armées françaises, que la bombe atomique remplace beaucoup de choses et évite de faire ce genre de choses, quoi. Ouais, les années 60, elles sont vraiment intéressantes à ce titre-là parce qu'elles catalysent les deux sujets simultanément. Je pense qu'il faut aussi avoir en tête que c'est la décennie, avec les années 70, pendant laquelle aussi on commence à appréhender les deux guerres mondiales et la mémoire des deux guerres mondiales d'une manière un peu nouvelle, en ouvrant des chantiers historiques, en se posant la question du sort des combattants, en se préoccupant de la manière dont la société a vraiment consenti ou pas consenti à l'effort de guerre. Donc il y a aussi un regard plus individualisé sur le sort des combattants dans les deux guerres mondiales, et je pense qu'on ne peut pas non plus comprendre le rapport des Français, c'est une banalité de le dire, mais il faut le rappeler parce que parfois on a tendance à l'oublier, parce que nous aussi nous oublions des choses dans notre 21e siècle. Le rapport des Français avec ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre de haute intensité, il est quand même structuré par l'idée que la haute intensité, dans l'histoire de France, ça a été 2 guerres mondiales sur le territoire français. Et qu'on en a tous une mémoire, en fait, qui est encore très charnelle, très vécue, autour des monuments aux morts, dans les villages, dans des régions encore marquées dans leurs paysages, dans leurs forêts, etc. Donc je pense qu'il faut garder ça en tête. Et la deuxième, par ailleurs, on prend une tôle, donc c'est pas... Par ailleurs, on prend une tôle dans la deuxième. Ça finit pas forcément bien pour la nation. Et on se rend compte aussi, vraiment, il y a des enquêtes très sérieuses d'historiens et de sociologues, je pense aux travaux de Françoise Lantôme, sur ce que les jeunes Européens... Elle n'est pas seule à écrire le livre, mais évidemment, j'oublie les co-auteurs et co-autrices, vous me pardonnerez, sur ce que les jeunes... je crois que le livre s'appelle « Un récit en commun à vérifier », sur ce que les jeunes Européens savent quand ils sortent de l'école. D'abord, les jeunes Français ont une mémoire de leur histoire quand ils sortent de l'école qui est très structurée par les 2 guerres mondiales, plus que d'autres jeunes Européens, donc ça reste quelque chose de valable. On a aussi des travaux d'Anne Muxel récents encore sur la perception que les jeunes Français ont de la guerre, qui montrent à quel point la Deuxième Guerre mondiale en particulier structure le rapport à la guerre des jeunes Français. Donc
Il faut avoir ça en tête, c'est quelque chose qui reste très valable. Et dans les années 60 et 70, ça l'est évidemment, parce que dans toutes les familles, on a une mémoire vécue, enfin des héritages très, très concrets de ces 2 guerres mondiales. Et dans ces années 60, effectivement, se joue à la fois la sortie de la guerre d'Algérie et l'acquisition de la dissuasion nucléaire, qui reconfigure profondément le rapport que la société française peut avoir avec la guerre, parce que, en fait, la conscription, pour les Français des années 60 et 70, elle a été consentie, y compris jusque dans ses conséquences les plus brutales et les plus tragiques, à 2 reprises pour défendre le territoire national. La manière dont les appelés sont engagés en Algérie est évidemment quelque chose de différent dans la perception que les Français peuvent en avoir. Et les 12 000, 15 000 morts selon les comptages d'appelés en Algérie laissent des traces. Donc on joue cette sortie-là de guerre avec un rapport au sacrifice possible dans une conscription qui, évidemment, est en train de se reconfigurer. Et puis, on joue en même temps l'acquisition de la dissuasion nucléaire. Et c'est intéressant de voir qu'en 60, au milieu des années 60, quand Pierre Messmer est ministre des Armées, grand gaulliste s'il en est, le débat est clairement posé du service militaire et de son utilité et d'une éventuelle professionnalisation. Dans la réforme de 65 qui donne naissance au service national, dans lequel le service militaire est désormais englobé parce que d'autres voies commencent à être ouvertes, même si c'est encore marginal à l'époque. C'est-à-dire qu'on peut faire son service, pas forcément dans les armées. Voilà, mais il y a d'autres voies qui commencent à être ouvertes de coopération, etc. Dans cette loi de 65, au moment du débat, dans les éléments de langage, on parle de service militaire sélectif. Ce qui dit bien qu'on envisage que l'obligation et l'universalité masculine puissent tomber à un moment ou un autre. Pierre Messmer pose la question très ouvertement dans ses échanges avec les journalistes en disant « Nous pourrions penser à une armée de métier, voilà les avantages, voilà les inconvénients, voilà pourquoi on ne va pas le faire tout de suite. Il y a des questions budgétaires, on est quand même au tout début de la dissuasion nucléaire. Hein, donc c'est quand même... Mais c'est très intéressant, tout le monde pense que ça va coûter beaucoup plus cher parce qu'il va falloir payer tout le monde normalement, alors qu'en fait, si on prend, c'est la fin de l'histoire, mais des années 90, on a économisé énormément d'argent en supprimant le service national. Et en fait, on le sait assez vite. C'est-à-dire que même Pierre Messmer, Pierre Messmer, évidemment, ses conseils et son cabinet pointent le fait qu'on pourrait évidemment avoir une armée professionnelle beaucoup moins nombreuse que l'armée de conscription et que finalement, on pourrait donc trouver des équilibres financiers qui lui permettent d'exister. Mais on est au tout début de l'acquisition de la dissuasion. Il y a quand même encore... Voilà, tout ne peut pas bouger d'un seul coup. Donc finalement, la conscription est maintenue. Et puis en fait, le débat se referme à la fin des années 60. Le débat se referme. Pierre Messmer quitte le ministère, Michel Debré arrive au ministère comme ministre d'État, ministre de la Défense, avec une surface politique évidemment considérable, et mai 68 est passé par là, et la montée de l'antimilitarisme militant qui suit mai 68 et qui explose au début des années 70, Maxime Launay, que vous avez reçu, le raconte très bien dans son livre sur la gauche et la défense. L'antimilitarisme fait craindre des fractures de la jeunesse et des fractures idéologiques qui rappellent d'ailleurs un peu celle de la sortie de Seconde Guerre mondiale avec les grandes grèves insurrectionnelles. Donc il y a l'idée que peut-être quand même il y aurait des déstabilisations intérieures suffisamment puissantes pour que la communauté nationale puisse se dissoudre, se diluer. Et donc en fait on referme le débat et à ce moment-là le service militaire devient présenté comme une manifestation de la volonté de défense de la France. Mais cette manifestation de la volonté de défense est très théorique, en fait. J'y reviendrai peut-être parce qu'en fait, l'exposition claire des scénarios dans lesquels on envisagerait d'engager les forces conventionnelles de manière massive face à l'ennemi soviétique est assez compliqué à assumer politiquement. Donc ça devient très théorique. Et dans la pratique, en fait, ce qu'on observe, c'est que le service militaire est maintenu comme étant un lieu dans lequel finalement on va garder la main sur la jeunesse masculine et penser pouvoir fabriquer de la cohésion. Pas forcément avec des intentions malveillantes de militarisation de la jeunesse à outrance, d'embrigadement, mais avec cette idée sous-jacente qui repose en partie sur l'histoire et en partie sur la mémoire de la Troisième République, que le service militaire fabrique de la cohésion, fabrique du lien national. Et donc là s'opère une mutation parce que finalement la dissuasion nucléaire est vraiment reçue et perçue, et ça on a vraiment plein de signaux qui nous le montrent comme un nouveau rempart qui remplace le sacrifice des centaines de milliers de jeunes Français à la frontière. Et le service militaire devient autre chose. Moi, c'est ça qui m'intéresse incroyablement dans ce que vous pointez dans le livre. C'est ce moment où le nucléaire prend complètement une autre dimension
Mais qui est un truc qu'on retrouve quotidiennement aujourd'hui. Si vous en parlez à quelqu'un qui n'est pas familier des questions de défense, c'est ce qu'il dit spontanément. Il dit, on a la bombe, on a l'arme nucléaire, donc le territoire est protégé. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que dès le début, et c'est par ailleurs, il se joue un truc qui est encore très actuel, parce que c'est la question de la dissuasion. Et aujourd'hui, la dissuasion, on sait qu'en France, il y a quand même un gros sujet là-dessus pour les autorités militaires et politiques, c'est la dissuasion, ça n'est que le nucléaire. Ensuite, on songe parfois à avoir des petites frissons conceptuels en parlant d'épaulement, en parlant de dissuasion globale. De dissuasion globale, mais surtout pas de dissuasion conventionnelle, parce qu'il y a des générations de l'appareil d'État qui insistaient sur le fait que la dissuasion, c'est nucléaire, c'est nucléaire. Bon, on y reviendra. Aujourd'hui, on voit que on prend quand même un coup un peu ça. Mais ce qui est très intéressant, c'est que vous vous rappelez très bien que personne ne pensait à ça comme ça au début. Dans les premières années, non, il y a toujours des forces, il y a la force de manœuvre qui sont censées aller devant, enfin ils sont censés se sacrifier plus ou moins pour l'arme nucléaire, mais ils sont censés manœuvrer, il y a la défense opérationnelle du territoire. C'est des dispositifs qui sont très clairs, très pensés comme complémentaires et pas du tout remplacés par la dissuasion nucléaire, mais ce truc-là ne tient pas, on n'a réussi pas à l'expliquer, et au fur et à mesure ça se délite complètement, et ce qui protège le territoire, c'est la bombe et c'est tout. Parce qu'en fait, je crois qu'il y a une question qui est un peu passée à la trappe, même si c'est évidemment facile de le dire plusieurs décennies plus tard, c'est de se rendre compte que c'est politiquement très compliqué à expliquer et à assumer vis-à-vis des Français dès les années 60 et 70, peut-être surtout d'ailleurs dans les années 60 et 70, de ce modèle parfait sur le papier. En fait, moi, quand j'essaye de l'expliquer aux étudiants, je dis en fait la dissuasion nucléaire, c'est le rempart. À l'avant du rempart, on met des forces de manœuvre qui sont là pour protéger le rempart, pour le crédibiliser, etc. Et puis à l'arrière, il y a la défense opérationnelle du territoire au cas où le rempart aurait failli et où les forces de manœuvre n'auraient pas suffi. Mais en fait, ce modèle qui est absolument parfait sur le papier, en soi, effectivement, il est pensé, articulé... Et il apparaît évident, et il faudra qu'on y revienne peut-être, parce que je pense qu'il y a un écart de perception, et on le voit à cette époque-là déjà dans les archives en permanence, un écart de perception entre les niveaux hauts de la décision politique et militaire, et puis le discours tel qu'il peut apparaître et être compris par la majorité des Français. En fait, ce modèle parfait, dans les années 60 et 70 déjà, il est très difficile à expliquer aux Français, parce que dire en fait que l'acquisition de la dissuasion nucléaire, qui est un sacrifice moral et financier quand même, moral, psychologique et financier. Posséder l'arme nucléaire, ça a un coût moral et psychologique d'entrer dans ce jeu-là, et puis c'est un sacrifice financier parce que ça coûte très cher. Que ce sacrifice-là, que ce consentement qu'on demande aux Français d'avoir pour l'acquisition de la dissuasion nucléaire, pourrait ne pas éviter d'avoir à sacrifier des centaines de milliers de jeunes combattants en Allemagne, à l'avant du rempart, et même éventuellement d'avoir à en sacrifier sur le territoire lui-même, c'est quelque chose qui est bancal en termes de discours politique. C'est tellement bancal que finalement, ce discours-là, il est très rapidement évacué du discours tenu vers les Français de manière large. Et on voit bien que la promesse, qui était une promesse d'indépendance, permise non seulement par le nucléaire militaire, mais aussi le nucléaire civil, auquel s'arriment les forces de manœuvre, la DOT, etc., cette promesse-là, elle devient rapidement une promesse simplement de sécurité. Parce que pour qu'une population consente à l'acquisition de la dissuasion nucléaire, la promesse la plus puissante est celle de la sécurité, plus que celle de l'indépendance d'un modèle qui a pourtant été conçu comme tel. Donc la promesse de sécurité incite effectivement toute une population à ne plus comprendre le nucléaire que comme un rempart qui garantit une relative tranquillité sur le territoire national et au-delà duquel, finalement, les chaos du monde peuvent se déployer en atteignant éventuellement le territoire français de manière marginale, mais sans que la tranquillité ordinaire, la tranquillité quotidienne soit vraiment heurtée brutalement, profondément et violemment. Donc, en fait, ce qui n'a jamais été le plan gaulien. Enfin, De Gaulle le dit très clairement. Il dit ça n'est pas le plan. On est dans des alliances, on fonctionne dans une alliance. L'alliance est encore plus forte parce qu'on est souverain, on est indépendant, mais on est dans l'alliance et on participe de tout le truc. Mais c'est comme ça, on voit que s'opère une espèce de bascule narrative en fait, une bascule narrative qui simplifie. Alors c'est le principe même. On est aussi dans les années. Alors je mène d'autres travaux là-dessus en ce moment, mais dans les années de la mise en place
place des relations publiques à l'américaine, avec une simplification du discours qui accompagne les relations publiques et qui a des bénéfices, parce que ça permet de mettre sur la table du débat démocratique énormément de questions, y compris des questions très techniques dans des tas de domaines qui sinon échapperaient au débat démocratique. Mais ça a aussi des effets négatifs, qui est que la simplification du discours et de la communication qui se met en place dans les milieux militaires et politiques dans les années 60 et 70 amène aussi à des perceptions qui peuvent être en partie faussées de ce qu'est le modèle de défense, du système des alliances, de la place de la France dans les alliances. Et on voit bien que dans la manière dont tous les supports de communication militaire racontent la mise en place du modèle de défense et le déploiement de ce modèle dans les années 60 et 70, on voit cette simplification s'opérer et finalement la dissuasion nucléaire et les alliances sont une garantie de sécurité. Ce qui évidemment explique en partie les grands remaniements auxquels nous assistons aujourd'hui, parce que la dissuasion nucléaire et les alliances apparaissent moins aujourd'hui comme les garanties de sécurité telles qu'elles ont été perçues dans les décennies précédentes. Avec en plus, ça se complexifie encore. Vous citez à plusieurs reprises le général Méry, qui est le chef d'état-major très proche de Giscard d'Estaing, et qui lui-même remodule un peu tout ça en se rendant bien compte que le rôle de la France, il met en doute pas mal de choses. Par exemple, il met en doute le fait qu'on déclenche le feu nucléaire si vraiment les armées soviétiques arrivaient. Et il le fait publiquement, ce qui est très déconcertant. Ce qui est très déconcertant. Bon, vous savez, si tout se casse la gueule, Devant les auditeurs de l'IHEDN en 1976, en fait, le général Méry doute que la population française soit prête à accepter tous les sacrifices inhérents à son modèle de défense. Et puis il parle aussi de sanctuarisation élargie. Il dit oui, alors on peut éventuellement intervenir, mais alors vraiment très proche, alors très loin, c'est vraiment très rare. Vraiment, et du coup, mais c'est normal aussi que la situation géopolitique est complexe dans le cadre de la guerre froide. C'est pas parce qu'il y a deux blocs que ça n'est pas complexe. Et du coup, dans les élites militaires, etc., cette équation stratégique, en plus, en changeant de président, etc., c'est vrai que ça se complexifie, mais pas pour le public, pas dans la relation au public. Dans la relation au public, il y a toujours ce diptyque alliance américaine, dissuasion nucléaire, et ça commence avec Michel Debré que vous avez cité, mais du coup, le service militaire, inéluctablement, il faut lui trouver un autre sens que ce sacrifice en masse de la jeunesse pour une guerre conventionnelle aux portes, qui n'apparaît pas vraiment comme une perspective crédible, quoi. Oui, absolument. Et en fait, c'est intéressant parce qu'on voit bien, il y a deux facteurs qui jouent pour que le service militaire soit raconté comme autre chose que ce pourquoi il est vraiment conçu dans les années 60. Il y a un facteur qui est conjoncturel, qui est celui du contexte politique et social intérieur. Très clairement, Michel Debré est très offensif dans sa communication quand il arrive en 69 à l'hôtel de Brienne. Et puis, il y a la crise de l'antimilitarisme, des grandes manifestations en 73, etc., contre la réforme du service militaire. Et on voit, mais c'est en 2 mois, s'opère un repli de tous les dispositifs de communication de manière évidente, de tous les dispositifs de communication politique et militaire sur les questions de défense, avec quelque chose de très défensif. Et cette volonté qui avait déjà guidé les premiers responsables des relations publiques militaires dans les années 60, d'essayer de combiner à la fois un discours sur la complexité du modèle, mais aussi une image séduisante des armées, en fait, ce qui l'emporte dans les années 70, c'est une image séduisante des armées et plus la complexité du modèle. Donc il y a cette donnée conjoncturelle qui explique que les acteurs de l'époque ont estimé que c'était vraiment impossible de laisser entendre qu'on pourrait employer les appelés. On est par ailleurs dans un contexte de relative détente pendant la guerre froide, et donc c'est possible aussi de se dire qu'on est un peu en retrait sur ces sujets. Donc ça joue évidemment. On peut rappeler que les grèves, les manifs de 73, c'est suite à la réforme Debré, où il avait de grosses ambitions, il voulait supprimer beaucoup des exemptions, etc. Il y avait quand même cette idée d'investir toute la jeunesse dans ce truc-là, quoi. Oui, il voulait vraiment redonner au service militaire. Il sentait qu'il y avait une crispation autour du sujet. Enfin, il sentait, il la constatait, mais surtout même avant même, en fait, les travaux des années 60 avaient bien montré qu'il y avait une grande interrogation sur l'avenir du service militaire, et il connaît ces travaux évidemment. Mais en fait, la réforme qu'il conçoit en 1970. Elle prévoit effectivement, alors il y a l'ouverture à la féminisation aux jeunes femmes qui seraient volontaires pour faire un service très marginal encore, mais ça existe. Il y a des facilités pour
pour répondre à l'appel dans des modalités plus souples, mais en supprimant un certain nombre de reports et de sursis qui permettaient aux appelés de repousser très loin l'exécution du service. On voit aussi que ça pose tout un tas de questions sur la massification de l'enseignement supérieur, parce qu'il y a une inquiétude, parce que les appelés les appelés ou futurs appelés font de plus en plus d'études supérieures. Des appelés qui font des études supérieures, c'est des appelés dont on doute qu'ils accepteront d'effectuer toutes les tâches les plus rébarbatives qu'on peut leur confier dans le service militaire. Donc il faut leur faire leur service militaire plus tôt, parce que si on fait faire le service militaire avant les études supérieures, la jeunesse étant moins qualifiée, on suppose qu'elle aura moins d'ambition et moins de revendications sous l'uniforme, ce qui vient poser plein de questions aussi pour notre paysage très contemporain, parce que ça veut dire qu'il faut partir aussi de ces questions-là. Donc voilà, cette réforme, elle est votée en 70, mais j'ai un doute sur la date du vote, mais en tout cas, elle est présentée en 1970, mais les manifestations explosent au moment où elle doit être mise en œuvre, parce qu'elle est la suppression des sursis et de reports de l'appel. Donc à ce moment-là, effectivement, la crispation est majeure et il y a un repli net de la parole militaire, enfin de la parole politique et militaire sur le modèle de défense. Mais par ailleurs, il y a quand même toujours cette grande interrogation de savoir ce qu'on dit quand on dit que le service militaire permet de manifester la volonté de défense de la nation, parce que c'est le terme qui est employé à l'époque, quand on ne peut pas dire concrètement comment se manifesterait cette volonté de défense. Et en fait, ça aussi, ça pose énormément de questions sur la manière dont on présente aujourd'hui des scénarios de haute intensité pour lesquels on dit à la population française ou dont on ne les présente pas. C'est ça qui est très central dans le livre, c'est qu'on parle beaucoup de mots, de concepts, esprit de défense, force morale. Bon, on y reviendra, mais l'idée, le truc clair de où est-ce qu'on enverrait des gens, pour quelles raisons et pour quoi faire. Alors, parce que ça a aussi des considérations géopolitiques, ça a des conséquences géopolitiques quand on dit ce genre de choses ouvertement. Mais en fait, ce truc-là, déjà à l'époque, c'est absent, et puisque c'est absent, les gens ne comprennent pas, quoi. Et je pense qu'il faut accepter de regarder en face le fait que déjà pendant la guerre froide, c'est absent. Parce que c'est vrai que dans les débats qu'on a, on a l'impression que en fait, les Français ont oublié ce que pouvaient être des logiques de mobilisation civile et militaire, je vais le dire comme ça pour que ce soit plus simple, depuis les années 90, parce que fin de la guerre froide, espoir de la paix libérale, etc. Mais en fait, ils ne l'ont pas oublié depuis les années 90. En fait, le sujet sort du champ de manière assez rapide dès les années 60. Et c'est là qu'il faut accepter de penser la manière dont une société se situe quand elle se pense protégée de la haute intensité sur son territoire par la dissuasion nucléaire. Parce que ça structure le rapport avec la guerre. Et ça n'est pas complètement idiot que ça structure le rapport avec la guerre, puisque le modèle de défense est polarisé par la dissuasion nucléaire. Donc on ne peut pas demander à une société à la fois de consentir à ce que son modèle de défense soit polarisé par la dissuasion nucléaire et de se penser dans le même temps comme une société qui n'est pas protégée par la dissuasion nucléaire. Donc en fait, il y a quelque chose là de très dissonant, et cette dissonance, elle s'installe dès les années 1960. Tout ça, on reste, alors on va y revenir, parce que c'est un truc qui se propage totalement et qui est encore jusqu'à aujourd'hui, mais c'est sur cette idée, je ne sais pas si elle est sans doute inspirée de la Révolution française, de la symbiose entre la société et son armée. Qu'une armée qui marche bien, c'est une armée de citoyens, bon ça ok, mais que c'est une armée vraiment en fusion avec la société qui va, qui vient. Alors c'est très intéressant, vous m'avez appris une théorie que j'aime beaucoup de Bernard Bohen, que l'idée étant que, en vrai, c'est pas évident que ce soit une bonne idée. D'un point de vue de l'efficacité militaire, c'est bien qu'il y ait une séparation. Mais alors je vais vous laisser donner cette typologie, mais vous dites en gros, il donne une typologie, il y a deux bonnes raisons, il y a deux avantages possibles à avoir une armée en fusion, en symbiose avec sa société. Et bon, là, aucun des deux n'est un peu révélé, quoi. Oui, en fait, on vit de notre histoire du XXe siècle, je crois, et puis je pense qu'on peut dire, en tout cas les historiens qui travaillent sur le XXe siècle, je crois qu'on le constate tous, et même ceux qui travaillent comme moi un tout petit peu sur le XXIe siècle, à quel point on a quand même un récit des origines qui est bien sûr un peu celui de la Révolution, mais beaucoup pour nous, Français du XXIe siècle et de la fin du XXe, celui de la Troisième République d'avant 14, qui est notre grande mythologie au sens propre du terme, non pas que ce soit une légende ou quelque chose d'irréel, mais un récit des origines avec ce que ça comporte de vrai et d'enjolivé ou d'erroné. Donc une société née de la défaite. Donc une société née d'une défaite en 1870 et qui se prépare à une autre guerre qui sera la guerre de 14-18.
Et de cette mémoire, plutôt que de cette histoire, ressort l'idée quand même que l'imbrication extrêmement forte entre l'armée et la société sous la Troisième République, qui passe aussi par des structures scolaires, enfin bon, tout ce qu'on connaît dans ce récit des origines duquel nous vivons en partie, cette imbrication très forte a été la clé de la victoire en 1918. Je simplifie évidemment, mais il y a quand même cette idée qui court, qui explique un certain nombre de discours politique sur la nécessité de rétablir un service militaire, une forme de service militaire, parce qu'il y a eu la victoire en 1918. On oublie que le même service militaire produit la défaite de... Enfin, pas lui seul, là encore, mais fait partie du dispositif dans la défaite de 40. Et donc, ça mérite examen, cette histoire d'imbrication des armées dans la société. Bernard Boën, il a travaillé là-dessus. Alors, Bernard Boën, c'est un sociologue qui a longtemps enseigné à Saint-Cyr, qui a fait vraiment de la sociologie militaire un peu pure et dure, et qui fait partie de ceux qui, dans les années 80, avec Pierre Dabezy, qui est un ancien résistant universitaire, professeur de sciences politiques, qui avait aussi enclenché un certain nombre de réflexions sur les armées dans les années 80. Ils ont fait partie de ceux qui ont réfléchi dans les années 80 à ce qu'était la spécificité militaire. Donc cette fameuse notion qui circule et qui surgit qui est beaucoup revenue sous le mot de singularité, ce qui est un peu différent parce que les chefs militaires veulent... Bon bref, il y a une question sémantique autour du terme. La grande question des années 80, c'est se demander si finalement, qu'est-ce qui fait la particularité du métier militaire ? Parce que, alors je vais complètement digresser, mais on sort d'une période... donc qui est celle de l'acquisition de la dissuasion nucléaire. On sort d'une période de modernisation très rapide des équipements militaires pour l'armée française, mais c'est partagé dans toutes les armées occidentales. Pour faire rapide, c'est vrai aussi aux États-Unis. Et aux États-Unis, il y a une réflexion de la sociologie sur ce qui fait la particularité du métier militaire. Il y a Maurice Janowitz qui s'interroge sur le fait que demeurent des grandes figures de leaders héroïques, alors que les officiers deviennent aussi des managers et des techniciens. Et en fait, cette question posée par la sociologie américaine, elle arrive en France dans les années 80 et Bernard Boën fait partie de ceux qui s'en saisissent en se posant la question donc de la technicisation des armées, du management dans les armées, d'une forme de civilisianisation du métier militaire par la technique. Et il pose aussi une autre question qui est celle du rapport entre le système militaire et le système politique, parce qu'on est aussi dans les années 80, dans ce moment où la gauche au pouvoir revitalise la figure du soldat citoyen, avec là aussi sa part de légende. Il y a des expositions sur Valmy qui circulent dans les casernes, etc. Et donc la question se pose de savoir si après tout le meilleur modèle d'armée c'est celui qui est profondément imbriqué dans la société. Cette évidence française du XXe siècle en fait ne va pas de soi. Et donc il montre que en fait il y a deux modèles, pour faire simple. Il y a un modèle d'armée professionnelle plutôt qui sans être forcément en dissonance avec la société, fonctionne selon ses propres règles et des normes assez distinctes de celles de la société civile, qui est le modèle le plus efficace sur le plan purement militaire, si on évacue toute autre considération sociale et politique. Et puis, il y a un modèle d'imbrication très forte, qui est celui du service militaire français au XXe siècle, entre l'armée et la société, où on considère finalement que la bonne armée, c'est celle qui est vraiment en symbiose, avec une imbrication totale avec la société. Et ce que Bernard Boën théorise, alors c'est évidemment discutable à bien des égards si on fait de l'histoire et pas seulement de la sociologie, mais il y a des grilles de lecture qui sont intéressantes, c'est qu'en fait, ces modèles-là sont des modèles où les armées sont moins efficaces, parce qu'elles sont très encombrées des normes de la vie en société, et y compris de tous les problèmes à traiter dans la vie en société, et qu'elles sont moins efficaces, mais qu'elles peuvent l'être malgré tout quand il y a des compensations. Et qu'elles l'ont été, par exemple, dans le modèle féodal qu'il évoque, où il y a cette très forte imbrication entre le guerrier et le civil, si je puis dire, mais où il y a des codifications de la guerre, des modes de vie, etc., qui rendent le modèle malgré tout efficace. Et puis, il y a le modèle qu'il qualifie d'idéologique, qui est celui d'une très forte imbrication dans la vie contemporaine des sociétés au XXe siècle, et où il considère que ce modèle idéologique, en fait, fonctionne parce que précisément, il y a un corpus idéologique qui est partagé par la société et par les armées, et qui fait que tous les citoyens font corps, sont en cohésion
pour agir ensemble jusqu'au sacrifice suprême éventuellement et à l'engagement combattant. Il y a deux trucs, c'est à la fois ils sont très nombreux, du coup ça fait... Ils sont très nombreux ça fait des et armées par de ailleurs... masse, ils sont idéologisés. Et ils sont idéologisés. Alors, il y a deux manières d'être idéologisés. Soit on l'est parce que dans un régime autocratique, autoritaire ou dictatorial, c'est imposé, ou c'est fabriqué très verticalement, et c'est ce qui est, par exemple, dans les armées des années 30, dans les régimes totalitaires, effectivement fonctionne, de manière dramatique, parce que jusqu'à des... Bon, bref, on ne va pas faire de l'histoire des années 30, mais jusqu'à des engagements guerriers dans des formes... d'une violence totalement débridée. Et dans les modèles démocratiques, ça fonctionne quand il y a un corpus partagé, un soubassement effectivement idéologique. Alors on dirait aujourd'hui de valeurs, mais je me méfie du terme parce qu'il est devenu tellement plastique qu'on ne sait plus ce qu'on en dit. Mais en tout cas, un corpus de motivation politique commun qui légitime, qui justifie, qui suffit à faire se mobiliser la société, y compris dans des formes militaires. Et la grande question des démocraties libérales à partir des années 70, c'est de savoir si c'est compatible, ce modèle-là, avec ce qu'on appelle l'individualisation des modes de vie, des systèmes de croyances, des systèmes de loyauté, etc. Et là, il y a un hiatus qui n'est pas complètement résolu, en fait, pour les démocraties libérales, de savoir comment est-ce qu'on combine à la fois le corpus commun suffisant, le corpus idéologique commun, le corpus politique commun suffisant pour qu'il y ait une forme de corps social qui se lève, ce que suppose un modèle d'imbrication, avec ces logiques d'individualisation des modes de vie, des croyances et des appartenances politiques. Mais on n'en est pas sorti. Enfin, Anna Colin-Lebedev qui en parlait à ce micro, même pour l'Ukraine, donc, le péril existentiel de la nation, c'est difficile de le faire plus d'un point supérieur que ça aujourd'hui, que l'Ukraine aujourd'hui. C'est toute la question, comment on mobilise les gens, en vertu de quoi on les mobilise, en vertu de quoi on les idéologise. Est-ce que c'est OK dans une société libérale, démocratique, où chacun a une liberté politique et de conscience? Enfin, voilà, c'est la question de comment est-ce qu'on engage les gens à quelque chose, notamment au sacrifice suprême dans une société libérale. Et en fait, on pense dans les années 70 et 80 que le service militaire fabrique ça. En pensant simplement... En fait, il devient... Alors, c'est pas complètement théorisé, mais on voit bien qu'il y a l'idée que finalement, en faisant passer tout le monde par cette expérience à un moment ou à un autre, on pourrait venir résoudre ce hiatus, cette tension qui est un peu inhérente en fait à un contexte et à ce que sont nos régimes politiques et ce que sont les réalités de la guerre. Et on voit bien que le service militaire échoue à fabriquer ça pour plein de raisons. D'abord parce que pour que ça fonctionne, et c'est là qu'il faut prendre en compte ce que vous dites sur l'Ukraine est vraiment très intéressant parce que ça renvoie à la question de savoir ce qui légitime de faire taire nos débats politiques, démocratiques, très individualisés, appuyés sur une libéralisation de nos modes de vie et de nos croyances et de nos valeurs. Qu'est-ce qui légitime de faire taire cela au nom de cette nécessité de faire corps dans l'adversité guerrière. Et évidemment, c'est une question éminemment politique. Et en fait, elle se pose déjà dans les années 1930 en France. Et on voit bien que les invocations des forces morales, ou de la force morale, dit-on, dans l'entre-deux-guerres, dans les années 20 et 30, il y a un doctorant qui travaille là-dessus en ce moment, qui s'appelle Stéphane Cotte, donc je le cite, parce que ce sont ses sources et ses archives, ces invocations, elles arrivent dans le débat public comme une recherche de légitimation pour que les clivages qui existent dans la société française, comme dans toute société démocratique, se taisent au nom d'une nécessité supérieure qui serait celle de faire face à une adversité qui pointe le bout de son nez avec des tensions qui montent en Europe. Et ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne déjà pas. Donc en fait, ce n'est pas une question absolument nouvelle, ça n'est pas seulement une question de Français du XXIe siècle qui vivraient dans un confort tel qu'ils auraient oublié que la guerre tue, ce qui est globalement faux, parce que les Français savent que la guerre tue, mais c'est une question qui est profondément inscrite dans le fonctionnement des régimes démocratiques. Mais ce qui est intéressant, c'est que, on en reparlera, mais du coup ce que vous montrez, c'est que ce mythe de 1914, etc., où effectivement ça a assez bien marché, même si à la veille de la Première Guerre mondiale, c'était pas toujours aussi évident, parce qu'il y avait le mouvement socialiste, etc. Absolument. Et puis, on pense qu'en 1939, les Français ne sont pas mobilisés, mais en fait, il y a assez peu de refus de mobilisation en 1939, au moment où il y a une espèce d'évidence qui s'impose, et finalement, les Français y vont. Mais
c'est ce qui est un péril existentiel aux portes, et même entre 1870 et 1914, littéralement des pans du territoire français qui sont passés aux mains de l'Allemagne. C'est pas, c'est en tout cas votre thèse dans la fin du livre, c'est pas la même chose, et on peut pas faire comme si c'était la même chose comme vecteur et comme ressort de mobilisation et ressort presque existentiel d'une situation aujourd'hui où il y a une distance intellectuelle et physique supérieure. Avec ce qui se passe à l'est de l'Europe, par exemple, avec tout scénario d'engagement d'une guerre de haute intensité. En fait, la question, c'est que ce que les Français entendent, pour ceux qui suivent un peu les débats de défense, parce que le mot de haute intensité, il circule énormément depuis 2019-2020. C'est les mots notamment du général Burkhardt, Semat, puis chef d'état-major de l'armée de terre, puis chef d'état-major des armées, qui donc a imprimé une marque assez notable dans le débat de défense par un certain nombre de termes. C'est aussi un communicant, donc il connaît son métier. Ces mots de haute intensité qui circulent beaucoup, d'abord, il faudrait aller vérifier à quel point ils sont compris, perçus, etc. Et c'est vrai qu'on ne dispose pas absolument de toutes les données d'enquête du ministère sur le sujet, si tant est qu'elles existent d'ailleurs. Mais par ailleurs, quand ils circulent, ces mots, faut bien avoir conscience de ce qu'ils soulèvent comme strate mémorielle, comme couche sédimentée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire fonctionner une société, enfin en tout cas on ne fait pas fonctionner une société d'ailleurs, mais on ne peut pas appréhender ce que vit une société sans tenir compte de ces couches sédimentées, héritées, qui sont celles d'un XXe siècle, marquées par 2 guerres mondiales, par la guerre d'Algérie, par l'arme nucléaire, par l'arme nucléaire. Enfin voilà, on peut pas faire fi de tout ça par l'expérience de la guerre froide où finalement les équilibres de la puissance nucléaire ont joué leur rôle de manière plutôt satisfaisante pardon, pour nous, pas pour tout le monde dans le monde, mais pour nous. Guerre froide aussi, pendant laquelle finalement les sociétés ouest-européennes ont pu vivre assez tranquillement en acceptant, bon gré mal gré, et même avec de la compassion et de l'empathie, que l'Est de l'Europe ne partage pas ce même destin heureux. Donc en fait, on est vraiment dans des couches sédimentées qui font que pour des Français du début du XXIe siècle, un tas d'évidences qui sont parfois partagées dans les niveaux, encore une fois, de la réflexion politique et militaire, de la décision politique et militaire, ne vont pas de soi quand on descend dans les strates de la société. Donc ça, je pense qu'il faut le prendre en compte. Et puis, il faut avoir conscience que ces images de haute intensité, oui, il y a quand même dans la manière dont une société se situe par rapport à ce que représentent les images de la haute intensité, aussi par des menaces perçues, vécues, etc. Et que c'est vrai que tous les scénarios de contournement, les hypothèses de déstabilisation, de contournement de la dissuasion, les hypothèses de déstabilisation, les attaques cyber, les luttes informationnelles, d'abord ce qui est vécu comme absolument nouveau aujourd'hui, évidemment à sa part de nouveauté, mais aussi à sa part de déjà vécu, et ça a été le cas pendant la guerre froide, parce qu'en fait tous ces scénarios-là, dans les modalités qui étaient celles de la vie de l'Europe de la guerre froide, c'est-à-dire avec des circulations médiatiques moins rapides, certes, mais à l'époque, elles étaient perçues comme très rapides, les circulations médiatiques, des circulations d'images qui sont aussi à l'époque perçues comme très rapides, les tentatives de déstabilisation intérieure, les ingérences, tout ça fait partie des scénarios de la guerre froide. Dans la question de la mise en place de la DOT à l'époque, il y a bien les hypothèses de défense opérationnelle du territoire, dans les stratégies de défense civile qui existent sur le papier, mais qui sont de moins en moins connues et mises en œuvre en fait dès la fin des années 70, tous ces scénarios-là existent déjà. Donc en fait, cette idée qu'il y aurait quelque chose de fondamentalement nouveau, qui nécessiterait des modalités de mobilisation dans la société française qui seraient absolument nécessaires aujourd'hui dans les années 2020 parce que c'est fondamentalement nouveau, c'est quelque chose qui peut aussi dissonner avec tout ce qui a été vécu, accumulé comme expérience pendant les décennies antérieures. On va y revenir parce que c'est le point de chute à certains égards de l'ouvrage, mais il faut quand même revenir alors c'était un peu arrêté quelque part dans les années 60-70 et ça. Alors effectivement, on en a parlé avec Maxime Lenay il n'y a pas si longtemps à ce micro, mais il y a la gauche qui arrive au pouvoir, c'est aussi le moment de cristallisation de tout ça, puisqu'il y a une sorte de consensus absolu sur le service militaire. C'est-à-dire tout le monde est pour, la gauche parce que c'est Jaurésien, l'armée-nation, etc., etc., la droite parce que c'est la droite et donc c'est le patriotisme, etc. Et du coup, il n'y a aucun débat là-dessus.
Et il y a cette mutation, cette évolution, en tout cas cette accélération vers des dispositifs de formation, vers des dispositifs éducatifs, donc un affaiblissement toujours plus fort de la fonction militaire, et où on se met de plus en plus à concevoir l'armée comme une manière de créer un lien social à redéfinir. En fait, il y a une espèce, moi je pense qu'il y a une espèce d'inversion du modèle jaurésien, c'est-à-dire l'idée qu'en fait la défense est l'affaire de tous, donc tout le monde doit se préoccuper de la défense et d'une manière ou d'une autre y contribuer, y compris par la voie militaire, en fait s'inverse. En réaffirmant le modèle de Jaurès au début des années 80, en fait, la gauche ne fait pas de la défense l'affaire de tous, bien contre son gré, parce que ça n'était pas l'intention évidemment, mais c'est là c'est toujours intéressant d'observer ce que produisent les dispositifs qui n'étaient pas du tout l'intention initiale. La défense ne devient pas l'affaire de tous. En revanche, les armées deviennent chargées de prendre en charge tous les problèmes de la jeunesse successivement. Évidemment, parce qu'il y a aussi des contextes qui jouent. On voit qu'évidemment la question de la jeunesse de l'intégration de la jeunesse issue de l'immigration arrive sur le devant de la scène dans les années 80. Il y a les premières émeutes aux Minguettes en 81 qui jouent. Et déjà à l'époque, on colle un peu de militaires dans les dispositifs qui sont créés juste après les émeutes aux Minguettes. Alors c'est totalement anecdotique, la participation des armées à ces dispositifs qui sont mis en place dans certains quartiers pour occuper des jeunes pendant l'été, pendant les vacances d'été. Ça s'appelle le dispositif anti-été chaud. C'est anecdotique, mais ça a évidemment déjà un caractère visuel et médiatique qui fait que c'est ça qui accroche le traitement médiatique du dispositif anti-été chaud. On lit dans l'ouvrage un nombre de dispositifs semi-médiatiques, semi-télévisuels absolument ahurissants, de trucs d'armées qui ne font rien de militaire. Enfin, il y a les 105 permis. Alors, je peux continuer. Donc, il y a le dispositif anti-été chaud où je crois que les armées, avec faudrait que j'ai une très mauvaise mémoire des chiffres, mais quelques dizaines de jeunes, et puis après des tentes. Enfin bon, voilà, c'est vraiment epsilonesque. Il y a aussi le Club Med qui participe, mais c'est sûr que, par exemple, dans l'article du Monde qui raconte le dispositif, 200 ou 300 individus. Voilà. Merci pour la recherche. Donc 200 à 300 jeunes. Mais ce qui est mis en avant dans l'article du Monde qui raconte le dispositif, c'est souligner ce qui est particulièrement intéressant, c'est la participation des armées au dispositif. Et puis ensuite, il y a un début de dispositif pour encadrer des jeunes, alors qu'on qualifie de délinquants. Il faudrait aller voir ce que ça signifie exactement au milieu des années 80 et qui est vraiment formalisé quand la droite revient au pouvoir et qu'André Giraud arrive au ministère, et ça s'appelle les jeunes en équipe de travail en 86. Donc là, c'est pour que des jeunes qui sont en rupture de banc, qui éventuellement ont eu maille à partir avec la justice, soient pris en charge par un encadrement militaire. On ne sait pas très bien avec quelle finalité exacte être réinséré dans la société. Et puis, alors ça va grossir, et puis finalement, ça va être abandonné, ces jeunes en équipe de travail, au début des années 2000, parce que l'investissement est colossal. Ce qui est marrant, c'est que jamais ne fonctionne contre ça la référence qui est pourtant évidente au chantier de la jeunesse de 40 de Vichy. Enfin, il est évident que c'est à peu près le même genre d'idée, que c'est à peu près le même genre de conception, etc. Et ça n'a pas l'air de fonctionner comme non, parce que d'abord, je dirais que dans les années 80, ces dispositifs, ils sont toujours conçus un peu comme une sorte de réponse pragmatique à quelque chose qui est considéré comme urgent. Donc ça, d'abord, il faut avoir conscience de ça. On n'en a pas parlé, mais le mot de crise, il envahit toute la littérature politique et militaire à partir des années 70. Et en fait, le général Méry l'emploie en 76 devant l'IHEDN pour dire qu'il y a des crises internationales. Mais les crises, elles sont partout, en fait, à partir des années 70. J'ai une collègue qui s'appelle Marie Goupy qui travaille sur les états de crise en philosophie. En fait, c'est vraiment passionnant à observer parce que tout est crise. Donc, crise de la jeunesse, crise de l'emploi, crise économique, inhérente qui fait suite au choc pétrolier, crise internationale, tout est crise. Et les armées, en fait, on peut en faire une longue liste, mais deviennent vraiment, à partir des années 70 et de manière nette dans les années 80, un service public de réponse aux crises, en fait. Aussi aux crises environnementales, aux crises internationales, aux crises humanitaires. Éventuellement, parfois, dans les crises internationales et les crises humanitaires, il y a un pan guerrier, un pan combattant, mais un pan emploi de la force, mais c'est... Si on peut ne tirer sur personne, c'est quand même beaucoup mieux. Et c'est une carte parmi d'autres, en fait, de tout ce que les armées savent faire. Ça n'est pas une carte qui ordonne le jeu des armées. Pour les armées, bien sûr, c'est une carte qui ordonne leur jeu. Mais dans la manière dont le politique a recours aux armées et dont les armées elles-mêmes se racontent, en fait, l'emploi de la force devient une carte parmi d'autres d'une gamme de prestations
de crise. Voilà, je simplifie un peu, mais c'est un peu l'idée. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on trouve ailleurs? Je me souviens d'Ulrike Frank qui, il y a très longtemps, parlait au sujet de l'armée allemande. Vous disiez, l'armée allemande, en fait, ils sont là pour les inondations, quoi. Enfin, il y a un truc de... mais alors, c'est un truc dont vous avez déjà parlé souvent, d'affaiblissement et même d'effacement de la fonction combattante d'une manière générale, notamment après la fin de la guerre froide, etc., et dans les années 2000. Mais bon, Mais déjà pendant la guerre froide. Oui, mais les armées deviennent juste une sorte de métonymie de gens efficaces qui peuvent faire des choses sans doute efficacement et un peu corvéables à merci. Parce que, voilà. Ça, je pense que c'est vraiment la particularité de cette période-là, années 70, 90, encore 2000 pour la France. Les chantiers de la jeunesse, ou chantiers de jeunesse, on dit aujourd'hui en oubliant le « la » d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi ça a muté sur le plan sémantique. C'est un peu différent quand même, d'abord parce que le contexte est radicalement différent. J'imagine que c'est un peu différent. Et commande. Et en fait, le contexte explique quand même largement le dispositif. On a aussi quelque chose de l'ordre de la réponse dans l'urgence, parce que on a peu de travaux sur cette bascule du service militaire des années 30 aux chantiers de jeunesse. Il y a ceux de Christophe Pécou sur les chantiers de jeunesse, il y en a d'autres sur les chantiers de jeunesse, puis il y a Claude Dabzac aussi, qui a été chercheuse longtemps au SHD, au service historique de la défense, qui a travaillé là-dessus, qui montre qu'en fait, on a une administration en charge du recensement qui doit continuer de fonctionner au-delà de la défaite en 40, après l'armistice, et qu'il faut la faire fonctionner. Et qu'une manière de la faire fonctionner, c'est qu'elle continue à appeler sous les drapeaux tous les jeunes hommes français qui accèdent à la majorité. Et des dispositifs avaient été envisagés antérieurement dans les années 30. C'est-à-dire que déjà dans les années 30, dans la crise du service militaire qui fonctionne mal, il y a des officiers qui se disent qu'il faudrait créer quelque chose à côté du service militaire qui serait plus éducatif, qui donnerait davantage le sentiment patriotique que ne le fait le service militaire. Donc faut pas se leurrer sur le fait que le service militaire ne fabrique pas du patriotisme tout seul, parce que ça n'a déjà pas bien marché. Et en fait, ces dispositifs offrent une espèce de solution pour faire fonctionner l'administration de recensement et se mettre en place les chantiers de jeunesse en reprenant tout le vocabulaire qui était celui des années 20 et 30, de restauration de la force morale de la nation, etc. Et qui en fait est une première expérience, alors Christophe Pécou le montre très bien dans ses travaux, de service civil à encadrement militaire et en théorie sans finalité militaire. Ouais. Et on voit toutes les errances de ce type de dispositif qui, en fait... Alors, on est dans le contexte de l'occupation, évidemment. Donc, on ne peut pas raisonner à conditions égales par rapport aux années 80, 90, 2000, 2010 et 2020 dans des dispositifs à encadrement militaire sans finalité militaire. Mais on voit qu'en fait, ces dispositifs sont toujours, et l'expérience des chantiers de jeunesse le montre, sans finalité claire. En fait, on a besoin d'encadrer militairement des personnes pour qu'elles sachent se comporter dans des contextes guerriers. Sans cette finalité claire, ces dispositifs, en fait, sont les réceptacles de toutes les préoccupations du temps. Alors, sous l'occupation, c'est tragique, parce que réceptacles de toutes les préoccupations du temps, ce sont celles du temps de l'occupation. Alors, même si certains, et assez nombreux, en fait, vont s'engager dans la résistance après 1942 et la fin de la zone dite libre, il y a aussi des errements idéologiques dans les chantiers de jeunesse qui sont notables. Il y a une participation au STO, etc. Alors en fait, il va y avoir un éparpillement des effectifs. Donc il y en a qui vont dans le STO, il y en a qui partent dans la résistance. Donc, mais on voit qu'en fait, ça fait des dispositifs qui deviennent des espèces alors je ne suis pas très forte en vocabulaire marin, mais qui louvoient, qui sont gouvernés à la godille, c'est comme ça qu'on dit, il me semble, et qui, dans des contextes tragiques, deviennent le réceptacle de toutes les tragédies du temps, et dans des contextes moins tragiques, deviennent le réceptacle de toutes les préoccupations du temps, les plus valables ou les moins valables. Mon propos n'était pas de dire que c'était la même chose, c'était de dire c'est étonnant que personne ne se soit dit tiens, on a déjà tenté ce truc-là et que ça n'a pas très bien fini et du coup il faudrait éviter. Mais bon, parce qu'effectivement on peut considérer que le contexte étant radicalement différent, parce que en fait la question elle a surgi au moment du SNU. En fait, on voit bien que il y avait quelque chose, il y avait une telle résonance sur le plan théorique du dispositif qu'on pouvait se dire mais en fait pourquoi personne n'y pense? Mais parce que je pense que quand on est un Français des années 2015-2020, on ne peut pas envisager qu'il y ait équivalence entre ce qu'on vit et ce qui a été vécu en 1940, ce qui n'est pas complètement faux. Oui, bien sûr. Juste pour terminer sur ces dernières encablures en quelque sorte de ce service militaire, puisqu'il va être suspendu, donc là on était dans les années 80, où on en a déjà parlé avec le volontariat service long, mais il y a une énorme diversification
du service militaire. Il y a donc des appelés services longs, il y a de la coopération, ça s'ouvre de plus en plus, ça se diversifie de plus en plus, les modalités pour faire ce service-là. Ce qui est très intéressant, parce que ça rappelle, on en parlait avec Maxime Lenel, ça rappelle le fait que si les gens faisaient moins leur service, même si vous vous rappelez que c'était quand même toujours la moitié de la population, enfin la moitié des garçons, plus de la moitié des garçons, même si les gens faisaient moins leur service, c'est pas que les gens, on a cette mythologie que les gens finassaient, que c'était devenu très inégalitaire, etc., parce que les bourgeois avaient le moyen de pas le faire, ce qui est vrai aussi. Mais c'est fondamentalement que l'institution ne voulait plus, parce qu'elle n'avait pas des besoins tels pour absorber. Et donc très rapidement, on pense ce service à plusieurs vitesses, c'est le volontariat service long, on pense cette dissociation, ce qui fait que l'effet corollaire, c'est que les appelés standards, la vocation militaire et la fonction militaire, pour ce qu'il en restait, est encore plus affaiblie de leur engagement et de leur conscription. Alors oui, mais c'est intéressant d'observer quand même que, en fait, les armées des années 80 et 90, alors surtout l'armée de terre, pour des raisons évidentes de masse, veulent conserver le service militaire. L'évolution de la position des armées elles-mêmes vis-à-vis du service, elle est vraiment intéressante à observer des années 60 à 90 et début des années 2000. Dans les années 60, au sortir de la guerre d'Algérie, à la fin des années 60, au début des années 70, dans les enquêtes auprès des officiers, et il y a aussi des enquêtes auprès des sous-officiers et évidemment des enquêtes de morale auprès de l'ensemble des armées et des militaires. Mais on voit qu'on a des officiers qui sont majoritairement favorables à une armée de métier. À 60%, 70% selon les armées. Plus on va vers la marine et vers l'armée de l'air, plus on est favorable à une armée de métier. Dans l'armée de terre, un petit peu moins, mais c'est quand même une majorité au-dessus de 60%. Et ça tient jusqu'au début des années 70. Alors après, on a un peu de trou sur les chiffres parce que la question n'est plus posée pour d'évidentes raisons, puisque le choix d'un maintien sans débat est fait. Donc la question n'est plus posée, mais ce qu'on observe en revanche, c'est que plus on avance dans les années 70 et 80, plus on s'exprime dans la parole militaire, par la parole militaire, une position très défensive sur le service militaire. Plus on a des tribunes d'officiers, alors il faut beaucoup lire les revues militaires de ces époques qui sont absolument passionnantes. Je les ai toutes lues. Dans Armée d'aujourd'hui, qui a été supprimé il y a peu d'années, peu de temps, mais qui est apparu à partir de juillet 1975, il y avait une rubrique de tribune qui permettait aux officiers, aux sous-officiers de s'exprimer. Et on voit bien que le nombre de tribunes de défense d'un service purement militaire ne fait que croître en fait jusqu'à la suspension en 96, enfin jusqu'à l'annonce de la suspension en 96. Et donc, il y a quand même une bascule en fait, de la position militaire, parce que le service militaire est devenu présenté dans les années 70 de manière tellement forte comme étant le point de rencontre entre la société française et l'armée, et un point de rencontre indispensable pour que la société française se porte bien et pour que l'armée soit soutenue par la population, que les officiers ont finalement digéré cette affirmation et en ont fait, un argument pour le maintien du service militaire. Donc en fait, les armées sont très favorables, enfin les armées, c'est très difficile de dire les armées sont favorables, mais les officiers qui s'expriment sont très favorables au maintien du service militaire, mais ne cessent de regretter tout au long des années 80 et au début des années 90 le fait que ce service militaire soit perverti par un certain nombre de décisions politiques. Et que l'autorité politique, en contraignant les voies d'accomplissement à s'ouvrir, y compris dans des voies civiles, qu'en assouplissant les modalités de l'appel, les autorités politiques soient elles-mêmes en train de tuer le service militaire et sa militarité, même si le mot n'est pas satisfaisant. Donc en fait, ça c'est le premier point à avoir en tête, c'est que les armées ont fini par acquérir une position défensive sur le sujet. En revanche, et ça c'est les travaux de Bastien Hirondelle, qui a travaillé sur la réforme des armées des années 90, qui est un chercheur qui est disparu assez vite après la publication de sa thèse, hélas. Bastien Hirondelle montre très bien qu'en revanche, une fois que la décision est prise en 96-97, et on le voit, moi je le constate aussi dans mes archives, en fait la bascule se fait très vite dans les armées. Finalement, elles se trouvent débarrassées, y compris l'armée de terre, de ce qui pesait sur leur fonctionnement, et donc elles retombent très vite à une position plutôt enjouée pour l'armée de métier. Je ne sais plus quelle était la question de départ. Moi non plus, mais c'était sur le fait que
Non, mais vous y avez répondu. Non, mais c'est que l'armée envisage une grande diversité. Oui, alors en fait, la diversité des voies, elle est faite. Le VSL, on voit bien que parce que le VSL, il est revivifié par les AVAE, appelés volontaires pour une action extérieure après la guerre du Golfe, où les appelés, y compris les VSL, ne sont pas envoyés. On crée les AVAE, parce que du coup, on se rend compte qu'il y a une petite zone grise sur le fait qu'on puisse envoyer les VSL non pas seulement en opération extérieure, mais en assumant l'opération extérieure comme étant une opération de guerre ou comportant des risques inhérents à un conflit. Donc le statut d'AVAE, il vient préciser le code du service national pour qu'il n'y ait pas de doute. Il faut qu'il soit volontaire dans les volontaires. Voilà, c'est les volontaires dans les volontaires. Dans la pratique, les AVAE sont quasiment tous VSL. En fait, il y a une bascule qui s'opère, c'est à peu près équivalent. Ces voies-là, en fait, elles permettent aux armées de dire, d'abord, elles permettent de répondre à leurs besoins, et puis elles permettent aux armées de dire, vous voyez, en fait, on maintient un vrai service militaire, mais on a aussi besoin du service militaire ordinaire, parce que c'est dans ce service militaire ordinaire qu'on va puiser les ressources pour les VSL et les AVAE. Avec un argument qui peut nous faire réfléchir aussi pour aujourd'hui, même si je ne vois pas très bien ce qu'on pourrait en faire, mais un argument qui n'est pas inintéressant, qui est de dire en fait, on a le vivier des appelés qui se présente, et nous, au bout de quelques semaines, on sait à qui on peut proposer VSL, AVAE, parce qu'on voit à peu près qui est compétent, qui est fiable, qui a de l'appétence pour, etc. Donc en fait, pour elles, pour les armées, c'est pas un moyen de dire on va se débarrasser de la conscription qui pèse sur nos fonctionnements, c'est un moyen de le maintenir avec efficacité. Mais ce qui pose la question de ce qui reste du reste des appelés, de l'image que ça leur donne et de l'idée que ça leur donne de ce qu'ils sont en train de faire. Alors ça, c'est une question bien réelle. C'est une question qui se pose dès les années 70, parce qu'en fait, dès le milieu des années 70, on revient toujours au général Méry, mais il a beaucoup parlé, il a dit beaucoup de choses. Non, mais avec une certaine franchise, en fait, c'est ça qui est intéressant. Il dit lui-même que finalement, une armée de métier pourrait faire à peu près la même chose que ce que fait l'armée de conscription, que ça ne coûterait pas forcément plus cher, mais que ça coûterait quand même un peu plus cher, et que de toute façon, personne ne veut supprimer le service, donc on le maintient. Et en fait, ce qu'il dit à demi-mot, c'est qu'il y a un argument de principe qui est le maintien d'une tradition qu'on estime indispensable au fonctionnement de la nation. Et puis, il y a un argument pragmatique qui est que les appelés fournissent quand même une main-d'œuvre très bon marché pour un certain nombre de tâches dont sont dégagés, du coup, ceux qui vont partir en opération extérieure, etc. Et donc là, il y a quand même une question, c'est ce qui s'appellera plus tard et qui a traumatisé pour une part l'armée de terre, le modèle d'armée à deux vitesses, c'est-à-dire de considérer qu'il y a une armée efficace et projetée, et puis une armée du TN, du territoire national, qui assure la base arrière sans être très valorisée dans ses fonctions. Ensuite, après la suspension, ce qui est très intéressant et ce que vous montrez, c'est que donc, les armées sont dégagées de certaines choses, mais vous montrez que ça travaille tout le monde, quand même, cette question de où est le rapport, où est le lien, et vous dites, ça c'est vraiment vos archives, et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il y a une efflorescence de tribunes, de militaires, ou même de mémoires, de recherche, de mémoire universitaire, scolaire, en scolarité à l'école de guerre, etc., d'officiers qui se posent cette question de quel est leur rôle social, en reprenant une vieille référence à Lyautey, qui est une référence importante, mais qui en même temps n'a pas beaucoup de sens, parce que le contexte colonial, etc., c'était le rôle social de l'officier pour Lyautey. Mais en tout cas, vous montrez que il y a une question qui commence à travailler les armées à partir du moment où eux-mêmes se posent cette question de cette symbiose entre armée et société, à partir de la suspension de 96. Oui, alors elle se pose, mais je vais éviter de trop remonter en arrière. En fait, elle se pose en permanence. D'abord, dans les archives, on l'a. Alors, je pense que d'abord, il y a quelque chose de structurel, il faut admettre, et on l'a dans plein de textes littéraires du 19e siècle déjà, de cette idée que, en fait, ceux qui ont durablement une expérience militaire se sentent mal compris, incompris de ceux qui n'ont qu'une courte expérience militaire ou pas d'expérience militaire du tout. Et donc, il y a une interrogation permanente de ceux qui ont cette expérience militaire sur leur position dans des sociétés où l'expérience militaire n'est pas partagée ou plus partagée. Ça, c'est un peu structurel et inhérent à la fonction militaire. À partir des années 60, il y a vraiment une interrogation sur le rôle de l'officier qui tient à la dissuasion nucléaire quand même. Il faut, en fait, pour ceux qui basculent du côté des forces stratégiques et tout le pan nucléaire des armées, cette interrogation n'existe pas parce qu'ils ont une fonction claire dans la dissuasion nucléaire.
il faut vraiment se rendre compte que dans les archives des années 60, le nombre de notes de texte sur « mais à quoi servirons-nous désormais ?» Je simplifie un peu le discours, mais c'est vraiment cette idée-là. À quoi servirons-nous puisque le territoire est protégé par la dissuasion nucléaire et remplace. Et le mot de rempart, il est même employé dans les archives militaires elles-mêmes. Donc en fait, cette interrogation... Ce qui rappelle aussi l'opposition, notamment de l'armée de terre, à la dissuasion voulue par le général de Gaulle. Chez certains marins, on trouve des choses qui sont pas inintéressantes aussi. Bon, donc, non, ce qui rappelle que la dissuasion nucléaire n'est pas passée comme une lettre à la porte. Il a fallu tout le capital politique et militaire du général de Gaulle pour le faire accepter à l'institution. Et la crise de Suez, que nous, on a oublié, enfin que les Français du XXIe siècle ont oublié, mais qui joue quand même beaucoup sur la manière dont les officiers se disent il est vrai quand même que si nous avions les moyens de peser en 56, peut-être qu'il n'y aurait pas eu l'humiliation à Suez. Donc ça joue un petit peu, et ça on le voit bien passer aussi dans les textes qu'on trouve dans les cartons d'archives. Donc il y a quand même toute cette interrogation fondamentale sur à quoi servent les forces conventionnelles dans un modèle nucléaire, et qui n'est pas nouvelle, enfin vraiment, et qui court dès les années 60. Et le service militaire, en fait, apporte une réponse à ça aussi. Et c'est pour ça aussi que les armées ont, bon an, mal an, en fait, consenti et finalement plaidé pour le maintien du service aussi durablement, parce qu'il apporte une réponse à cette question, à quoi servons-nous ? Alors une réponse, à mon sens, peu satisfaisante, mais qui, en fait, a constitué une réponse à chaud dans les années 70, 80 et 90. Quand on enlève le service militaire à ces forces conventionnelles, forcément, ça fait un grand vide. Et donc, la question du rôle de l'officier des forces conventionnelles après la suspension, elle se rouvre un peu de la même manière que dans les années 60. À quoi servons-nous ? Et il y a un glissement qui s'opère qui est assez intéressant. On voit que l'expression rôle social des armées, on la voit arriver dans les années 90 comme une évidence, en fait, comme s'il y avait un rôle social des armées qui ferait suite au rôle social de l'officier lieutenant. On voit qu'il y a quand même une place de lieutenant dans l'imaginaire militaire, je ne vais pas revenir dessus, mais qui est en tout cas prépondérante, y compris dans ce champ-là de la vie militaire et pas seulement sur la question coloniale. Et on voit que les officiers se demandent à quoi ils vont pouvoir servir, et qu'en fait, il y a un glissement qui s'opère, qui est que les armées vont se mettre à valoriser toutes les initiatives qu'elles mènent, ou tout ce qui, dans leur vie ordinaire, peut rappeler le service militaire. Donc c'est assez fascinant parce qu'on... C'est-à-dire tous les trucs qui étaient un peu des contraintes avant, etc. Exactement. Les dispositifs anti-état-chaud. Là, d'un coup, les militaires se disent « ça garde le contact » incroyable. Et donc c'est donc, bien. Par exemple, alors il se trouve que Maxime Launay travaille aussi là-dessus, donc on a pas mal d'échanges sur le sujet, mais en tout cas, le SMA est hyper valorisé. Donc le service militaire adapté pour les dans les dom-tom, une-outre-mer. Qui existe depuis les années 60, mais qui a qui a été créé au moment de la décolonisation, enfin au moment des décolonisations, et puis qui est une adaptation du service militaire, comme son nom l'indique, où il y avait encore beaucoup il y avait un vrai apprentissage du métier des armes à l'époque, et puis peu à peu il s'est étiolé. Donc c'est un dispositif d'intégration professionnelle pour l'essentiel, qui est très important dans les Outre-mer, qui fonctionne plutôt bien, mais on attend avec impatience les travaux de Maxime Launay pour en savoir davantage. Mais parce que c'est des sociétés, enfin c'est des pans de la société, enfin c'est des endroits où il y a des problèmes, il y a des problématiques sociales socio-éducatives de la jeunesse qui sont particulièrement fortes, et donc le service militaire adapté y répond. Et c'est ça que vous montrez très bien, c'est que c'est pas parce que ça marche sur des endroits spécialisés ou des cohortes spécialisées, etc., à relativement petite échelle, que c'est la martingale pour l'ensemble de la société française. D'une part, et puis d'autre part, en fait, surtout, ce qui est présenté au début des années 2000, c'est qu'on voit qu'il y a le service militaire adapté qui devient un argument de communication très fort, mais aussi quand toute la communication s'oriente pour montrer que finalement, ce que les armées faisaient dans le service militaire, c'est-à-dire théoriquement, que pratiquement, en fait, toutes les données nous montrent que le service militaire ne modifiait pas substantiellement les trajectoires individuelles et collectives, n'ont pas freiné ni infléchi les grandes tendances de la vie en société. Donc en fait, tout ça, on le voit. Mais elles vont mettre en avant tout ce qu'elles font auprès des engagés volontaires en termes éducatifs, en termes d'intégration, en termes d'instruction. Et ne pas tout de suite profiter de l'occasion, en fait, pour se repositionner comme étant le bras armé de la nation, avec une spécificité, une fonction très particulière, des missions très particulières, etc. Donc, en fait, il y a une difficulté vraiment à passer le cap dans la manière dont les armées se racontent et se pensent dans la société, ce qui n'est pas complètement surprenant, parce qu'en fait, elles sortent quand même d'une histoire qui est longue d'un siècle, peu ou prou, celle de la conscription de la Troisième République, qui permet la victoire en 18, qui mène à la défaite en 40. Bref, c'est forcément une reconfiguration mentale. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir que
cette manière de penser les armées comme une organisation capable de faire du socio-éducatif, de l'intégration. Il faudrait à chaque fois définir tous ces mots que j'emploie parce que ce sont ceux qui sont employés par les politiques et parfois les militaires et qui mériteraient définition parce que les armées comme vecteur d'intégration, ça mérite un vrai effort de définition. En fait, elles ne quittent plus le débat public jusqu'à aujourd'hui. Et on voit bien que la plupart des propositions qui sont faites en matière d'encadrement de la jeunesse par les armées, de service militaire, de service national, reposent le plus souvent sur cette idée que les armées sont le lieu d'un creuset, de la formation, d'un lien social, d'un lien national, et éventuellement d'une éducation, d'une intégration. Donc c'est quelque chose dont la société française a du mal à se défaire, et quand on prend toutes les enquêtes d'opinion sur le service militaire depuis les années 70, en fait, quand on regarde non pas la question qui est êtes-vous favorable au service militaire ou au service national, mais qu'est-ce que ça signifie, les sous-questions, en fait, les armées sont favorables à une expérience de type militaire, encadrée par des militaires, sans finalité militaire. Et je veux dire, ça c'est un truc, je trouve que c'est vraiment ce que fait le livre, c'est qu'il déplace cette espèce d'idée que moi-même j'avais, que je dis de temps en temps, d'une désacculturation de la société française, de la fonction militaire, de ce que sont les militaires, et au-delà de ça même, de ce qu'est la France dans le monde, les risques, les équilibres géopolitiques. Alors, vous le déplacez entre les années 60 et les années 80, quoi. Cette idée que vous dites, même dans les enquêtes d'opinion, même des dernières générations qui ont fait les classes, ils n'ont pas plus d'idées sur la France, les risques internationaux, la situation géopolitique, que que 2 classes après. C'est-à-dire, il y a déjà, dans les dernières même décennies du service militaire, il y a déjà un grand flou. Et parce que c'est aussi pour ça qu'on essaie de le faire revenir en ce moment, c'est que c'est cette idée alors, il peut y avoir des fonctions pratiques, mais que ça va rapprocher les Français de la question guerrière, que ça va les réacculturer à ces questions-là, que ça va réapprendre des choses et que ça va infuser à l'échelle de la société, ça va réaccoutumer les Français à l'horizon guerrier. Et ce que vous montrez bien, c'est que, alors après peut-être que ce sera différent, mais qu'en tout cas, dans les dernières décennies du service militaire, déjà ce truc-là ne marchait absolument pas. Oui, en fait, ce qu'on observe dans les enquêtes dont on dispose sur les fin des années 70 déjà et années 80, c'est que les jeunes Français, ils ont une connaissance nette de ce qu'est la vie dans des unités militaires, des casernes et des bases. Donc ce qu'est la vie militaire concrète du bas de l'échelle. Mais ils n'ont pas une meilleure compréhension de la politique de défense à l'issue du service militaire. Et plus encore, ce qui est très marquant, c'est qu'en fait, il y a une déconnexion entre cette expérience concrète et la défense nationale. C'est-à-dire que dans les enquêtes des années 80, pour moins d'un jeune Français sur 2, il y a un lien entre le service militaire et défendre son pays. Voilà. Donc, alors, il y a plusieurs types de questions et les questions ne sont pas toujours posées selon les mêmes termes, mais c'est ça qui ressort. C'est qu'en fait, il n'y a pas de lien entre le service militaire et la défense du pays. Et les analystes de ces sondages, de ces enquêtes, qui sont plus que des sondages, qui sont menés, alors il y a des sondages menés par des boîtes privées, par des entreprises privées sur commande du ministère déjà à l'époque, et puis il y a des enquêtes faites à l'intérieur des armées, le moral des troupes, etc. Ceux qui analysent ces chiffres, et notamment je pense à une analyse qui est faite par le militaire et sociologue André Thieblemont, qui a pas mal écrit sur les armées en général, tout début des années 80, et qui explique qu'il y a une déconnexion qui s'opère de manière nette chez les jeunes appelés et chez tous les Français entre l'expérience du service militaire, individuel et collective, et la défense nationale. Donc en fait, l'idée que le service militaire est un bon levier pour que les Français aient une bonne connaissance de leur modèle de défense et une conscience des nécessités de la défense nationale, c'est une idée qui mérite à tout le moins un examen critique. Voilà. Ensuite, je pense même, on a des données qui peuvent même nous inciter à penser que le service militaire a des effets délétères en matière de compréhension des enjeux de la défense nationale, ce qui est complètement contre-intuitif, évidemment, ce qui n'est pas ce que je pensais a priori, moi non plus, en m'engageant sur le sujet, parce qu'en fait, on voit bien que un appel massif, alors soit un appel massif obligatoire, soit un appel massif pour susciter du volontariat, il suppose, dans une société relativement pacifiée, qui ne se sent pas directement menacée de manière existentielle sur son territoire, il suppose de donner envie
pour que les gens viennent. Or, il faut admettre que l'engagement militaire, il a une part clivante qui est l'hypothèse du combat. La guerre n'est pas un objet sympathique, n'est pas un objet séduisant. Si elle le devient dans une société, il faut s'en préoccuper, parce que le moment où la guerre est un objet séduisant, ça peut devenir un problème. Donc la guerre n'étant pas un objet séduisant et sympathique, pour séduire massivement des jeunes, il faut fabriquer une image qui tient malgré tout à distance cet objet clivant, d'une manière ou d'une autre. Ça veut dire qu'il y a une tension dans le recrutement militaire, et d'ailleurs tous ceux qui travaillent au recrutement des armées le savent, qu'il y a cette tension entre la part clivante et désagréable de l'objet, guerre, et la nécessité de dire aux jeunes « venez quand même parce que vous allez voir, c'est sympa ». Et en fait, l'histoire du service militaire des années 60 à 90, en France, c'est vraiment l'histoire d'un dispositif qui a été maintenu parce qu'on pensait qu'il allait permettre de faire comprendre les enjeux de défense nationale et de continuer de susciter une volonté de défense de la nation, et qui a produit les effets contraires. Parce qu'on observe que toutes les classes d'âge qui passent dans le service militaire dans les années 80 et 90 ne ressortent pas du service militaire avec cette conscience plus aiguisée sur les enjeux de la défense nationale, et que la société tout entière est biberonnée, alimentée à une image des armées, qui est une image des armées séduisante, qui fait de l'éducation, qui participe à toutes les politiques de jeunesse, mais dont on n'assume plus la part inhérente à l'emploi de la force. Ça, ensuite, il y a la décennie noire, enfin les décennies noires, la décennie, appelons ça 2005-2015 à peu près, ou 2008-2018, que vous retraciez très bien dans Le Soldat méconnu, et où là, on est complètement l'effacement de la fonction combattante, on est complètement sur le gimmick. De quoi on parle des objets, c'est la Sainte Trinité, Charles de Gaulle, Rafale, Commando, qui recouvre la communication des armées, etc. Et juste pour avancer, pareil, il y a les coupes sombres dans les effectifs, donc ça renvoie à l'idée de à quoi est-ce que ça sert, etc. Bref, et il y a ce retour de la fonction combattante, mine de rien, à peu près dans ces années-là, puisqu'il y a Sangaris, donc en République centrale. Encore ça, vous dites, c'est un peu compliqué, parce que c'est du maintien de la paix, donc depuis la Yougoslavie, c'est un peu flou. Il y a surtout Serval, où donc là, c'est le retour de la fonction combattante. Mais bon, vous montrez que ça revient, et en même temps, c'est pas si clair, c'est pas le retour vrai, le retour de la fonction militaire, de la spécificité militaire telle que certains responsables, notamment militaires, l'appellent, etc. C'est plus compliqué que ça, c'est axé sur le sacrifice, c'est axé sur d'autres choses, plus que sur ce qu'est la guerre, c'est-à-dire essayer de contraindre l'ennemi par la force dans un cadre national. Oui, alors en fait c'est compliqué parce que... C'est très compliqué comme c'est période. Très compliqué. C'est vraiment D'abord, on est un peu à chaud, donc c'est plus simple les années 60 et 70, ça parce qu'on a des bons cartons d'archives et un peu de recul. Mais c'est très vrai, et c'est d'autant plus vrai qu'on les connaît, ces responsables-là, ils sont tous passés dans le podcast, vous les avez fréquentés souvent, mais c'est des gens qui ont infléchit vraiment la politique de défense française par leurs déclarations, et qu'on connaît, et qui parlent, etc. Donc, il n'y a pas du tout je ne sais pas si vous connaissez le général Méry, mais il y a une sorte de distanciation et de rapport d'étonnement par rapport à ce qui se faisait dans les années 70 ou 80, qu'on a plus de mal à faire pour ce qui s'est passé il y a 10 ans. Oui. En fait, j'ai l'impression qu'on arrive à un moment... Alors là, j'y vais prudemment, avec beaucoup de prudence. Ce qui s'est opéré dans les années 2010, c'est un double mouvement. Il y a eu le retour clair d'une communication autour de la spécificité militaire. Donc ça, il y a une vraie bascule communicationnelle. C'est plus l'armée des 400 métiers. Voilà, ça veut dire que vraiment, effectivement, il y a Sangaris. Alors c'est compliqué Sangaris, mais il y a Sangaris surtout, il y a l'opération Serval. Il y a une bascule dans la parole politique. La parole politique assume l'emploi de la force. Il va clairement, alors avec des accents épiques, même parfois quelque chose de l'ordre des nouveaux convertis, et dans la manière d'assumer l'emploi de la force, mais en tout cas, c'est plus clair. Et puis la communication des armées s'était mise en branle déjà avant, suite à Uzbin, notamment en Afghanistan, l'embuscade d'Uzbin en août 2008 qui fait 10 morts. Il y avait eu toute cette mise en branle, donc il y a une réaffirmation de la finalité combattante de l'engagement militaire, pour faire rapide, une plus grande variété de récits, de facettes mises en lumière, tout ordonné à une finalité claire qui est qu'il faut être efficace le jour où il faut combattre. Ça se fait effectivement dans les années 2010. Il y a évidemment une petite bascule au moment de 2015 parce que ça ouvre
hélas, mais ça ouvre des possibilités de parole publique qui sont un peu différentes aussi, parce que les Français ont une interrogation sur ce qui se joue sur leur territoire au moment des attentats et après les attentats. Mais dans le même temps, on est aussi toujours dans ce que j'appellerais la crise, et le contexte de la crise généralisée et des crises démultipliées, dans lesquelles les armées demeurent, en fait, quand même, pour le politique, une solution de recours dans beaucoup de crises, y compris des crises de nature non militaire. Et ça n'a pas beaucoup changé, en fait. Ça n'a pas changé, et ça c'est même plutôt... Il y a même une politisation, je trouve, accentuée du recours aux armées en toute crise, parce qu'on est aussi... Alors, il y a des sociologues qui font des baromètres sur les systèmes de croyances, de valeurs, les modes de vie des Français depuis les années 80-90, et qui montrent très bien qu'il y a cette chose un peu paradoxale, apparemment paradoxale, dans la société française, qui est à la fois l'individualisation qui se poursuit, nos modes de vie, etc., et qu'on est au bout d'une longue période, en fait, débutée dans les années 50, mais dans le même temps, depuis le début des années 2000, plutôt une réaffirmation du sentiment de fierté nationale, une plus forte demande d'autorité, une plus forte demande de manifestation de l'autorité de l'État. Et c'est vrai que dans des contextes de crise, dans un moment de crise type pandémie, crise de sécurité intérieure, terrorisme, etc., dans un moment où il y a une très forte défiance envers les autorités politiques, mais aussi une demande de manifestation de l'autorité régalienne de l'État, pour les autorités politiques, avoir recours aux armées dans des contextes de crise qui ne sont pas de nature militaire, c'est un moyen très visuel et très efficace de dire, voyez, l'État existe, la nation existe, et nous avons la capacité d'agir. Donc je crois que là, il y a quand même quelque chose qui est en train... On est dans la lignée de ce qui se produit dans les années 70 et 80 déjà, où les armées deviennent des prestataires de réponse à des crises, mais avec une politisation un peu accentuée de cette réponse aux crises. Avec un autre truc, il y a un concept que j'ai parfois cité ici, qui est la sécurisation, qui est que... Que toute crise suscite un problème sécuritaire, oui, de toute façon. pour s'assurer de donner de l'importance à une crise, on la présente sous un angle sécuritaire qu'elle n'a pas forcément, ce qui est un processus qui commence à être très étudié en sciences politiques, mais dont le recours à l'armée est un corollaire direct, puisque si c'est un problème de sécurité, il faut... Mais elle se manifeste différemment, en fait, selon les aires géographiques et les pays, et c'est vrai qu'il y a des particularités françaises aussi qui tiennent à cette histoire du service, enfin, vraiment de l'image des armées dans la société. Et puis je crois qu'on a un troisième axe qui s'ajoute là maintenant, qui est celui de l'interrogation sur la manière dont les Français se perçoivent sur une scène internationale, où il y a un évident retour des tensions et de la conflictualité armée, et de l'usage désinhibé de la force, et la manière dont cette société française qui vit avec cette espèce de perception un peu paradoxale, brouillonne, chaotique du rôle des armées, la manière dont cette société peut se situer sur la scène internationale, peut se situer comme communauté politique, peut considérer qu'elle doit entrer dans des logiques de mobilisation civile ou militaire ou est rétive à entrer dans ces logiques de mobilisation. Et en fait, ce troisième axe qui s'ajoute, il vient sérieusement complexifier la donne du rapport aux armées, parce que les armées sont très aimées, mais il y a aussi... Mais elles sont d'autant plus aimées qu'elles sont lointaines, ça c'est le truc. Alors ça c'est très classique, mais elles sont très aimées, mais elles sont aussi sous l'autorité d'un chef de l'État qui suscite une forte défiance, que ce soit celui-ci ou un autre, il y a une forte défiance de l'autorité politique. Et en fait, on voit bien que pour les Français, là, les armées sont quand même à une intersection, à un nœud de relations compliquées qui tient aussi au contexte politique et social que traverse la société française. Donc ça joue aussi et ça entre en ligne de compte maintenant, je pense aussi, pour penser le rapport des Français aux armées et pour comprendre aussi peut-être un certain nombre de crispations qui peuvent voir le jour de manière plus notable autour des questions militaires, autour des questions de défense, avec peut-être un consensus qui va moins de soi que quand il s'agissait simplement de traiter des OPEX ou des emplois de la force dans des cadres où finalement on n'invoquait pas la haute intensité et on n'était pas dans des contextes de haute intensité. Mais ça, c'est vraiment la question de fin du livre. On a déjà passé du SNU et du service national, donc on peut les mettre de côté, on en a parlé au début, parce qu'en plus on n'a plus beaucoup de temps. Mais la question, c'est toujours cette question du rapport des Français à la guerre.
Alors, laissons de côté là, le service national. Dans quelle mesure est-ce que ça s'inscrit là-dedans? Parce qu'on verra, on jugera quand... On est trop pas chaud pour avoir la moindre certitude. C'est ça. Puis c'est des annonces, et puis des annonces, on a déjà eu de trucs qui n'ont pas donné grand-chose, donc on peut laisser décanter 3 ou 5 ans, et puis on verra ensuite ce que ça donne. Voilà. Mais non, mais moi, je trouvais ça très frappant, la fin du livre, où vous trouvez que... Enfin, il y a une vraie, disons, incertitude de votre part sur la capacité des Français à se mobiliser pour des dangers lointains, alors on en a déjà un peu parlé tout à l'heure, mais pour la sécurité de l'Est de l'Europe ou la sécurité de l'Union européenne en tant que telle. Et vous avez un réel scepticisme sur les différents appels qu'on a à modèle scandinave, ce qui est évidemment connexe avec l'idée d'un service national, d'une mobilisation et d'une éducation militaire de la jeunesse. Mais en gros, votre idée, c'est là que c'est très compliqué, c'est que c'est très difficile d'avoir des données chiffrées là-dessus. Il peut y avoir des sondages, mais vous dites c'est du déclaratoire. Bon, sur une guerre de haute intensité, depuis un entretien téléphonique chez soi, qu'est-ce qu'on en sait? C'est une bonne question. Il y a les recrutements des armées qui peuvent être un indice ou pas de la disposition de la jeunesse à se mobiliser ou pas. Mais bon, faut voir quoi. Mais en tout cas, vous avez une sorte de scepticisme sur la capacité à mobiliser massivement les armées à consentir aux sacrifices nécessaires sans menace directe sur l'intégrité du territoire national. Parce que, alors je ne sais pas si c'est du scepticisme, en tout cas, il y a quand même une question, je pense, dont on ne peut pas faire l'économie, c'est-à-dire de se rendre compte, enfin d'avoir en tête que la société française est une société de l'ouest de l'Europe, héritière de cette histoire du XXe siècle, y compris de la guerre froide, avec toutes les choses qui ont été acceptées pour l'Est de l'Europe pendant la guerre froide, et relativement confiante dans sa dissuasion nucléaire. Et en fait, cette impensée des années 60, où finalement on a sorti la question du champ, on a maintenu le service militaire et on a cru que ça réglait le problème de maintenir le service militaire. Ce problème on a cru surtout que la dissuasion nucléaire, ça réglait le problème. Alors, et là, c'est ça qu'on est en train de voir. Ça ne règle aucun problème. On a cru deux choses. On a reçu la dissuasion nucléaire. On ne va pas porter de jugement là-dessus, mais c'est comme ça, comme un rempart. Voilà, donc ça, effectivement, il y a un sujet là-dessus, mais on peut pas demander à une société de faire des virages à 180 degrés sur des perceptions et des représentations en 1 ou 2 ans. C'est trop court, ça ne marche pas. Donc il y a beaucoup d'explications à faire et beaucoup de débats qui n'ont quand même été que très peu tenus de manière audible pour le grand public sur ces questions. Donc ça, c'est un premier point. Et il y a un second point, c'est que dans les années 1960, on commence à ouvrir le débat sur comment est-ce qu'une société se projette sur la scène internationale et se mobilise quand elle se pense protégée par la dissuasion nucléaire. Et en fait, il a été brièvement ouvert, ce débat, mais très vite refermé, parce qu'il a été considéré que le service militaire apportait la réponse. Or, en fait, maintenant, ce qu'on sait, c'est que le service militaire n'apporte pas la réponse, et que la question est bien plus large que ça, parce qu'elle vient soulever une somme de questions politiques, en fait, qui doivent évidemment se régler au niveau politique, donc en démocratie, au niveau du débat démocratique. Et là, on a un problème très français, qui est de savoir dans quelle mesure, à force d'avoir apolitisé les choix de politique de défense, on les a dépolitisés au point qu'ils ne fassent plus l'objet que de très peu de débats dans l'arène démocratique et principalement dans celle qui donne accès au grand public aux questions de débat, qui est l'arène démocratique présidentielle. Donc on est face à ce problème-là. Avec un débat qu'on n'a pas eu depuis très longtemps. Donc là, je repars un peu sur mais vous dites en 2017, tout le monde, on était encore complètement dans le paradigme précédent, mais tout le monde avait cette idée que la jeunesse doit être encadrée par les armées, etc. Emmanuel Macron le premier. 2022, c'est pas une élection présidentielle qui a été escamotée, mais en tout cas, c'était dans l'après-coup immédiat de l'Ukraine, et il y avait un tel électrochoc par rapport à ça que c'était sans doute pas le moment pour se poser des questions très existentielles de ce que veut la France dans son environnement géostratégique. Enfin, il y avait une réaction à un danger perçu comme imminent, et on était encore entièrement dans la phase que moi je qualifie de panique française là-dessus. Mais du coup, aujourd'hui, il y a cette question-là. Alors, mais c'est un système français, mais c'est pas que français. Il y a une explication de la menace qui est la revue nationale stratégique, qui est mais c'est un truc très vertical, très descendant. C'est surtout un truc très confidentiel.
Oui, enfin, même si c'est un accès libre. En fait, on peut toujours se dire... Il y a des podcasts qui en parlent, mais il n'y en a pas beaucoup. Je suis entièrement d'accord. On peut toujours se dire que, en fait, les Français n'ont qu'à s'informer. C'est une question qui court dans tous les sondages menés par le ministère des Armées, de la Défense ou des Armées depuis les années 60. Est-ce que les Français s'informent sur la défense ? Dans tous les sondages, les Français s'estiment insuffisamment informés, informés. Et à chaque fois, les autorités politiques et militaires qui compulsent ces sondages disent « mais pourtant, on leur donne tous les moyens de s'informer ». Donc tout le monde se renvoie la balle. Il y a quand même une question... faut peut-être admettre que ça n'intéresse pas beaucoup les Français. J'allais dire... Si on prend les audiences, il y a eu une passion, notamment après l'Ukraine, pour les sujets militaires, mais c'était pour le canon César et des objets et des trucs très... Et puis, il faut se rendre compte qu'on se réconforte en se disant « Ah, mais les chaînes d'infos en continu, certains traitent beaucoup le sujet. » Oui, mais les chaînes d'infos en continu, avec tout le respect que j'ai pour elles, ont des audiences qui sont quand même assez morcelées, assez fragmentées, avec des fidèles peu nombreux, etc. Bon, bref, il y a tout un dispositif médiatique qui, évidemment, pose question sur l'information. Mais après, il faut partir d'une réalité. C'est qu'on on peut avoir des injonctions en la matière et se dire il faudrait que les Français s'informent davantage. Il y a une réalité qui est qu'en fait, ce qui est connu, c'est ce qui fait débat démocratique large, ce qui fait débat politique large, y compris avec toutes les choses désagréables inhérentes au débat politique large, c'est-à-dire les caricatures, les simplifications, les erreurs, les instrumentalisations politiciennes, etc. Sauf que c'est ça qui fait que des Français s'informent sur des sujets. Et très empiriquement, ça veut dire que c'est même très vieux. Enfin, et c'est pas un mea culpa, mais y compris par des gens qui viennent régulièrement dans ce podcast, et c'est sans doute ce qu'on dit souvent dans ce podcast, c'est que quand il y a des voix qui sortent de politique, que ce soit le RN ou que ce soit LFI, etc., qui mettent en doute des choses comme le soutien à l'Ukraine, qui mettent en doute, qui posent ces questions-là, sommes-nous prêts à aller à la guerre avec la Russie ? On peut penser que c'est une estimation faussée et que c'est pas comme ça que le problème se pose, mais en tout cas, il y a dans ce logiciel français on politise pas trop si c'est possible. Si on peut garder un consensus, ce serait bien. Il y a quand même des coups de bâton, des coups de règle sur les doigts qui tombent très vite aux voix, y compris. Alors après, c'est des partis qui l'encaissent assez bien et qui même en tirent un certain ressort, etc. Et ça leur plaît. Mais en tout cas, il y a un côté de accepter le dissensus et accepter un débat démocratique et politique sur ces questions-là, c'est extrêmement compliqué. Et je termine parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais vous avez une remarque centrale dont on a déjà parlé, mais dont je pense qu'elle est incroyablement juste et incroyablement vraie, c'est l'échec absolu et complet à donner des scénarios concrets, à donner au grand public des cas, des images, des histoires, parce que c'est aussi des histoires, qui puissent les faire réfléchir, qui puissent faire se positionner le public là-dessus. On a des hypothèses d'engagement qui sont un peu éthérées, parce que c'est comme ça que ça se pose, parce qu'on veut être prêt pour plein de choses, mais donner aux Français des scénarios concrets de qu'est-ce qu'on engage à ce moment-là, comment et qu'est-ce que ça donne comme résultat, c'est toujours pas réellement fait. Quelles sont les questions concrètes qui se posent ? Présenter des scénarios concrets, c'est toujours très difficile, et vous le disiez tout à l'heure, parce que ça engage évidemment la parole politique, donc une définition éventuelle d'un ennemi, ce qui a des tas de conséquences si on dit qui ne peut pas être manié. À quelles conditions on vitrifie Moscou, ça va être écouté et ça va avoir des conséquences. Mais donc c'est toujours très compliqué d'entrer dans la logique des scénarios réalistes, mais la question c'est celle des scénarios réalistes et crédibles. C'est-à-dire que les Français des années 70 savent que les forces de manœuvre existent en Allemagne. Elles ne croient pas vraiment qu'elles seront engagées. Donc il y a deux questions. Il y a la question du scénario réaliste et crédible. C'est-à-dire c'est aussi un sujet compliqué. Le second point, c'est que pour qu'il y ait débat sur... en fait, il faut poser des questions concrètes. Qu'est-ce que ça signifie un engagement de haute intensité ? Qu'est-ce que ça signifie ? Alors, on voit bien qu'elles essayent d'être posées ces questions en termes de production industrielle, en termes de remaniement des temps de travail dans certaines industries, en termes de reconversion professionnelle si on a besoin de main-d'œuvre industrielle. Toutes ces questions-là sont des questions qui se posent. Et en fait, on voit que ces questions, elles se posent, elles méritent débat démocratique parce que forcément, elles appellent des réponses politiques. J'écris sur mon papier en vous écoutant deux petits mots qui sont union sacrée. Parce qu'en fait, on voit qu'il y a cette question-là qui se pose, de savoir à quel moment, en fait, il faut que les débats se taisent et qu'on accepte un certain nombre de remaniements de notre vie ordinaire au nom d'une menace. Voilà. Et c'est là que la question se pose. Et dans l'histoire, ce qu'on observe quand même dans des sociétés démocratiques, encore une fois, c'est que ce renoncement au débat démocratique, il est accepté, il est consenti, et on voit que c'est même en Ukraine, vous le citiez tout à l'heure, pas si simple que ça, mais il est consenti
à partir du moment où la menace est collectivement jugée comme suffisamment existentielle pour qu'il y ait un renoncement au débat démocratique que supposent les remaniements qu'impose un engagement dans une guerre de haute intensité. Donc en fait, il est là le sujet. C'est pour ça que c'est un débat c'est un sujet qui renvoie forcément à la question politique, à la question de la manière dont les citoyens se définissent politiquement comme communauté nationale, dont ils considèrent que le « nous » est le « nous » français ou le « nous » européen. Et qu'est-ce que ça signifie ce « nous » dans la manière comment il est menacé ou comment ce « nous » est menacé ou n'est pas menacé, et la manière dont on se définit dans des alliances qui n'ont pas toujours été exclusivement présentées comme des garanties de sécurité, mais qui ont quand même beaucoup été comprises comme des garanties de sécurité et non pas comme des leviers pour que nous acceptions, nous, d'aller nous engager pour la sécurité des autres. Donc en fait, il y a quand même un certain nombre de remaniements de représentation qui sont nécessaires pour qu'on puisse envisager que la société perçoive globalement la nécessité de se mobiliser, et des remaniements qui ne peuvent pas faire l'économie d'un débat démocratique à partir du moment où on assume cette fonction démocratique, et ça fait partie quand même de la manière dont on se situe aussi sur la scène internationale par rapport à un certain nombre d'autres régimes politiques. Et ce qui est très compliqué, c'est que pour que ce débat démocratique soit efficace, ça implique qu'il y ait cette acculturation, donc cette information qu'on a du mal à avoir. Parce que, en l'occurrence, le truc est binaire à l'heure actuelle, le débat démocratique, il n'est pas terrible là-dessus. C'est acceptez-vous de mourir ou de faire mourir des soldats de la patrie pour X, Y ou Z, ce qui n'est pas fou comme niveau de maturité. Non, la question c'est de savoir, est-ce qu'à d'autres moments dans l'histoire, dans notre histoire récente, enfin du 19e et du 20e siècle, pour moi c'est ça l'histoire récente, de notre histoire démocratique récente, est-ce qu'à d'autres moments nous avons considéré, ou les acteurs des époques en question ont considéré que le débat était satisfaisant sur les questions touchant à la défense nationale, ou aux questions militaires, ou aux questions de la guerre. Et surtout, une question que vous posez aussi, c'est à quel moment a-t-on vu une société se préparer réellement pour la guerre ? C'est ça. Et réfléchir efficacement sans que la guerre menace vraiment d'arriver. Voilà, et c'est vrai que moi j'ai beau chercher dans les expériences récentes qui nous sont proches, des expériences de société qui se seraient projetées de bon cœur dans l'hypothèse d'une guerre de haute intensité pour autre chose que la défense des frontières. Déjà, pour la défense des frontières, on s'y projette a priori pas vraiment avec bonne humeur et enthousiasme, mais il peut y avoir ce consentement quand c'est pour aller au-delà. À quel moment est-ce que des sociétés... Pas au-delà, pas forcément conquérir, mais non, juste pas pour du tout pour la conquête, mais d'aller se projeter pour protéger une frontière plus lointaine, une limite plus lointaine que nous estimons nécessaire de protéger collectivement. Oui, mais la question, c'est est-ce que c'est la frontière nationale ou européenne ? Donc le débat est donc un débat politique. Et en fait, ces expériences-là, elles sont rares quand même, de sociétés démocratiques qui entreraient dans cette logique-là pour se projeter plus loin que la défense des frontières, non pas pour conquérir, mais pour des intérêts communs, pour une défense commune de quelque chose qui nous apparaît comme supérieur, comme nécessitant cet effort et éventuellement ce sacrifice. Et c'est vrai qu'en fait, on a l'expérience du débarquement de Normandie. Alors, je l'ai entendu beaucoup, et c'est vrai, il y a des sociétés plutôt géographiquement éloignées de la menace qui ont consenti à des efforts hors du commun pour entrer dans cette logique-là. C'est une expérience qui demeure assez rare et exceptionnelle pour qu'on se demande si elle est... En vous lisant, je me disais l'invasion de la Pologne en 1939. C'est ça qui déclenche la guerre. C'est pas l'invasion du territoire français. C'est la question. Et à ce moment-là, et d'ailleurs, on est dans la foulée du fameux livre de Gaulle qui s'appelle « Vers l'armée de métier » en 1934 et qui explique notamment, pas seulement, mais notamment, qu'une armée de conscription est fragile parce qu'elle ne permet pas de peser sur les équilibres géopolitiques à l'extérieur des frontières. Donc en fait, c'est là qu'il faut qu'on réfléchisse à la manière dont on articule le modèle de défense, parce que si on pense que l'armée de conscription est par principe un levier de puissance, puisque le mot revient dans le vocabulaire politique, y compris d'Emmanuel Macron, peut-être fait-on une erreur sur la capacité des armées de conscription à être des leviers de puissance. Au-delà des frontières immédiates. Merci beaucoup Bénédicte Chéron. Bon, la discussion s'est un peu accélérée vers la fin, mais j'ai dit que je vous lâchais à 1h10. Et c'est l'heure, je rappelle, donc se mobiliser, rétablir le service militaire, le grand malentendu qui parle évidemment de service militaire, mais qui, on l'aura compris, ouvre plein d'autres pistes, et ouvre plein d'autres portes, et pose plein d'autres questions sur ce que pensent les Français des armées et de la guerre, et de même aussi à l'échelle du monde. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était donc je rappelle que le livre sort donc la semaine prochaine. C'était donc le Collimateur, un podcast produit par Alexandre Jublin, distribué par Binge Audio. Comme toujours, remarques, commentaires, tout ça, c'est bienvenu. Par mail, sur les réseaux sociaux, sur les outils de YouTube, de Spotify, laissez des commentaires, notez, etc. Abonnez-vous surtout. Et iTunes, etc., etc. Merci à toutes et tous.
et à la prochaine fois.